nous sommes, si on devait prendre un modèle de la mode, nous sommes dans le salon des tissus de l'horlogerie en quelque sorte. La mode, c'est le prêt-à-porter, c'est la haute couture. Et l'horlogerie, eh ben, c'est le monde de la sous-traitance, le monde de la co-traitance, comme j'aime appeler, plutôt que la sous-traitance. Et c'est donc plein d'acteurs, des gens qui ont du savoir-faire, qui ont des gestes beaux, des gestes nobles, et qui travaillent avec des matières qui ont tous à peu près la même règle, c'est qu'ils n'ont pas trop le droit de parler de qui sont leurs clients. Parce qu'après tout, la volonté, c'est de laisser la lumière aux marques. Et ces marques, très souvent, prennent toute la lumière. Et donc ce salon, pour moi, c'est un petit peu comme si on avait dit que Polichinelle allait s'égarer dans les couloirs et puis qu'on allait un petit peu récolter ses secrets au fur et à mesure qu'on rencontre les personnes. C'est un salon aussi où j'ai eu l'occasion d'assister à des premières, des sortes de premières mondiales, on va dire, et que tout d'un coup, je les découvrais sur le marché, des marques de montres, 2 ans après, en disant, voilà, première mondiale. Et en fait, en étant ici, on croise ces premières mondiales, on les découvre et c'est magnifique. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'humilité face à tous ces savoir-faire qui sont concentrés dans ces halles. Et puis j'ai beaucoup d'humilité face à cet incroyable panel de personnes, des personnalités plutôt. Comme vous avez pu remarquer, la table est bien ronde, hein, ils sont tous alignés en rond. Hein. Donc là, on va parler peut-être d'esthétique déjà et de design. Alors, ce que j'aimerais peut-être, avant toute chose, c'est vous donner le micro. N'hésitez pas à le prendre très très bien pour vous. Et puis, de vous présenter en quelques mots. Et puis peut-être après, j'ajouterai quelques commentaires sur les uns les autres. J'aimerais aussi vous donner une petite mission. C'est de penser à une anecdote frappante. Vous savez, dans les tables rondes, on mélange beaucoup de choses, on discute, etc. Mais ce que j'aimerais qu'il reste après pour les spectateurs, c'est très souvent des anecdotes qui marquent. Et donc j'aimerais déjà que vous pensiez à une anecdote par rapport à votre parcours de vie, de création, etc. Donc je vais donner la parole tout à ma droite, donc à votre gauche, à monsieur Jean-Marc Vidrecht, que dans le jargon on appelle motoriste, donc c'est quelqu'un qui crée des mouvements, des complications, et qui a eu un prix extraordinaire l'année passée, le prix Gaïa. Bon, il est couvert de prix, mais le prix Gaïa, c'est un petit peu le Nobel de l'horlogerie. Jean-Marc Vidrecht, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je vais essayer. Je crois que je suis beaucoup plus habile dans mon atelier ou où je travaille. Où je travaillais, mais je vais quand même essayer. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est de fonder la société Agénor pour Atelier Genevois d'horlogerie. Et puis c'est une maison qui est totalement au service des grandes marques. Et ça a été absolument passionnant et je pense que ça joue parfaitement bien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire de comprendre, de rencontrer les designers des marques, de rencontrer les marques et d'essayer ensemble de faire un produit. Et je pense ce qui est vraiment important là-dedans, c'est de se rendre compte à quel point le produit, c'est pas fait par une personne, c'est vraiment un groupe de personnes. Et comme on est en plus dans le salon de la sous-traitance ou de la co-traitance, parce que je crois que c'est toi qui as inventé le mot, j'aime mieux le co que le sous, parce que voilà. Et les sous-traitants sont absolument vitaux, fondamentaux dans tous nos tissus, notamment horlogers. Et donc, voilà, je suis très content d'être ici et puis on va essayer de répondre le mieux possible. Voilà, petite précision, j'ai repris le mot, j'ai été un des premiers à le reprendre, mais il a été inventé par Carlos Soric, du marketing horloger à Chevrons, et j'ai adoré tout de suite ce terme co-traitant plutôt que sous-traitant. Rodriguez, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où tu viens? Moi je t'ai vu sous plusieurs casquettes, mais je sais une chose, c'est que en termes de matériaux, toute ta carrière a croisé et a joué avec des matériaux. J'ai grandi dans un quartier de régleuses à Bienne. Donc, en grandissant comme ça, vous avez un cœur qui fait tic-tac, pas poum-poum. C'est depuis que je suis dans l'horlogerie, directement ou indirectement. J'ai grandi à Bienne, j'ai fait ma formation d'abord de mécanicien de précision chez Hauser. Certains connaissent encore les pointeuses Hauser. Et là, j'ai appris vraiment la métallurgie à fond. Depuis, j'ai toujours été directement ou indirectement, surtout dans le métal d'abord, les matières après aussi, les développements de matières synthétiques aussi, polymères, etc.
Et aujourd'hui, je suis le CEO de Cendre et Métaux, qui est une enseigne à Bienne qui a 138 ans. Depuis 138 ans, elle est au service comme co-traitant des maisons. Cendre et Métaux, c'est le nom de la société, Cendre et Métaux. Est-ce que tu peux dire un peu ce que vous faites? Parce qu'avec un nom comme ça, on a peut-être un peu peur quand on parle de cendre. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'on parle plutôt d'un funèbre. C'est un peu les origines. Hein. Quand vous coulez de l'or, automatiquement, les résidus ils flottent à la surface, c'est les cendres. Et en dessous, il y a les métaux. Ok, et puis je crois que tu as été aussi chez Montblanc à un certain temps. On t'a vu en tout cas comme directeur de Montblanc pour la Suisse. J'étais CEO Montblanc Suisse. Ok, donc tu as aussi une bonne expérience. Alors ensuite, on a Pierre-Laurent Favre. Pierre-Laurent Favre, avec un nom pareil, c'est difficile de se dire qu'on ne va pas être horloger. Ensuite, tu es également dans la partie des motoristes, donc les personnes qui conçoivent et créent des complications. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et où tu vas avec MHC, qui est ta société donc? MHC, ça veut dire quoi? Alors, MHC, c'est Manufacture Haute Complication. Alors, pourquoi se lancer dans les grandes complications ou les hautes complications? Tout simplement parce que je suis un pur produit genevois, c'est-à-dire les écoles à Genève, l'école d'horlogerie à Genève, et puis ensuite 25 ans dans une grande manufacture à Genève, à Pont-les-Ouates. Et du coup, après... Pourquoi tu dis pas le nom? C'est oui, Patek c'est chez Patek Philippe, d'accord, à la haute horlogerie, et j'ai appris à concevoir, à fabriquer et monter des mouvements complets dans la grande complication. Du coup, il y a 9 ans, j'ai créé Manufacture Haute Complication en me disant on va mettre cette expérience au service des marques qui n'ont pas ce savoir-faire. Donc voilà, ça fait 9 ans qu'on fait des mouvements très compliqués en sous-marin pour les marques. Merci beaucoup Pierre. Alors ensuite on va passer à Éric Giroux. Éric Giroux qui a parmi la profession qu'il exerce est certainement l'un des plus médiatisés. Hein. En tout cas on parle de lui pas seulement avec les produits mais... Alors à la limite j'aimerais presque un petit peu qu'on rappelle aussi au-delà de l'aspect médiatique de designer horloger, peut-être quelques pièces mythiques que tu as créées et ton approche qui est particulièrement construite sur la dimension architecturale, je crois. Oui, j'ai effectivement étudié l'architecture, donc c'était mes premiers amours. Et malheureusement, je n'étais pas un très bon architecte, pour être très sincère avec vous. J'étais très jeune et en 91, avec la crise du Golfe, j'ai malheureusement dû fermer un petit peu l'aventure d'architecture. Ensuite, j'ai traîné et travaillé dans des bureaux de design, fait du produit, pour me faire un peu la main. Et j'ai débuté il y a maintenant 20 ans le bureau de design spécialisé dans l'horlogerie. J'ai commencé par des petits bouts de cadran, c'était l'examen, avec des marques comme Mido. Après je suis fait du Tissot et je suis monté comme ça un petit peu en gamme, sans oublier le fait d'où je venais. Ça veut dire qu'actuellement je travaille autant pour des grandes maisons sur des sujets très compliqués, également sur des nouvelles marques avec des très petites séries, mais aussi pour Swarovski, Karl Edmond et des nouvelles marques qui sont accessibles. Petite chose qui m'a frappé sur ton CV, tu aurais passé presque une année ou plus en Afrique, je crois. Est-ce que l'Afrique est source d'inspiration ou source de racines inspirantes pour le monde du design? Alors je ne sais pas si c'est une source, mais dans mon cas, ça a été l'apprentissage de ne rien faire. Ça va vous amuser, vous faire rire. J'ai étudié la musique toute mon enfance et mon adolescence, donc mon temps libre était consacré à l'excellence. L'architecture, ça m'a aussi énormément pris de temps. Donc j'ai profité d'habiter en Afrique après une rupture, et j'ai appris à rien faire, à observer. Ouais, je ne sais pas si ça m'a inspiré, mais j'ai appris énormément de choses en Afrique et ailleurs. Je pense que c'est important d'être curieux. Alors musique, Afrique, disons la partie Wild Project,
On a avec nous aujourd'hui une personnalité qui est extrêmement médiatique, extrêmement talentueuse, donc M. Richard Rolinski, qui a fait ses premiers pas dans l'horlogerie, je ne dis pas comme consommateur, mais comme acteur, consommateur, et qui, on peut dire, avec, j'espère que je ne me trompe pas, mais est un plasticien, mais c'est avant tout un artiste qui a aussi touché à beaucoup de choses, donc la musique notamment, et puis qui va nous raconter aussi sa démarche par rapport aux matériaux, aux matières premières que vous utilisez. Alors moi je suis pas né, j'ai pas grandi à Genève, donc je sais pas si c'est pas là, je peux pas. Mais oui, rester, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Je vais m'inquiéter. C'est important, parce que tous sont des spécificités, j'ai pas grandi non plus dans le monde de l'horlogerie. Après c'est vrai que assez tôt je suis devenu collectionneur, donc j'ai quand même, c'est un milieu que je connais bien, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de faire une collaboration comme la récente collaboration que j'ai fait avec Hublot. Et effectivement, on retrouve, moi ce que je fais c'est plutôt, on va dire que je travaille plutôt le macro et l'horlogerie c'est le micro. Donc on retrouve, d'ailleurs c'est assez drôle, on retrouve un peu justement ces recherches de matière, de techniques, de technologie, bien évidemment dans l'horlogerie en beaucoup plus perfectionné, peut-être beaucoup plus pointu, parce qu'il faut vraiment avoir quelque chose de infiniment plus petit, mais il y a une vraie similitude entre les deux mondes. Et ça m'a beaucoup intéressé finalement de rentrer et le projet que j'ai fait en tout cas c'était un vrai partenariat, c'était pas uniquement une customisation d'une montre, on a vraiment rentré dans le sujet avec les équipes de la maison horlogère et on a travaillé vraiment de concert, donc c'était un projet intéressant. Donc j'ai découvert, c'est un monde que je découvre en fait. Comme acteur, mais vous l'aviez déjà découvert comme collectionneur. Oui, absolument. Mais de voir en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'envers du décor, qu'on ne connaît pas du tout. Donc, on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir. Même là, j'ai posé des questions en arrivant, tout ce qu'il peut y avoir comme corps de métier, comme technique, comme matériaux différents utilisés à l'élaboration d'un garde-temps. C'est incroyable. Et c'est vrai que les gens n'y réfléchissent pas finalement, ils portent une montre et puis voilà, elle a été fabriquée, point barre. Et quand on réfléchit justement à tous ces intervenants pour arriver au produit fini, c'est quand même quelque chose d'assez... c'est même bien plus compliqué que ce que moi je fais ou que beaucoup d'autres acteurs du monde artistique puissent faire. C'est quand même très très pointu. Vous avez réussi à amener votre univers dans une montre, mais ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que ce serait un peu réducteur de dire que vous êtes seulement plasticien. Il y a plein d'autres choses. Vous êtes un artiste au sens un peu multiculturel. Il n'y a pas seulement la plastique, on va dire. Non, mais parce qu'en fait, moi je considère l'art comme quelque chose d'universel. On n'est pas, quand on est artiste, on a une sensibilité artistique et elle peut s'exprimer dans divers domaines. On a parlé de la musique, du théâtre, du cinéma, de l'écriture. Et en fait, ma sensibilité artistique, je la mets au service de toutes ces activités qui sont différentes mais souvent très très similaires. Alors c'est vrai que j'ai fait de la musique et j'en fais encore d'ailleurs, je sors un titre très prochainement, je fais de la production, là je monte sur scène au mois de janvier avec un spectacle où je raconte justement l'histoire de l'art et qui est réalisé et mis en scène par Laurent Baffy. Donc bon, c'est à chaque fois des expériences différentes mais qui apportent quelque chose à chaque... en fait c'est quelque chose ça se cumule, c'est pas des choses séparées finalement. Alors on parle d'amener sa personnalité, amener sa créativité dans une montre, et puis peut-être ce serait intéressant de se rappeler autour de cette table de quelques choses qui ont marqué. Alors Jean-Marc, je recommence par toi à l'autre bout. Ton histoire du pont des amoureux, ton histoire de ces rétrogrades que tu as maîtrisées sous forme d'un brevet, toutes ces histoires, ce que tu peux peut-être dire, c'est ce que c'est ça que tu avais dans ta tête, tu as amené ton univers dans ce monde des complications. C'est très compliqué. On vient avec... tu dis de choisir une anecdote, alors j'en avais tout plein la tête, maintenant on vient sur le pont des amoureux, pourquoi pas. Pont des amoureux, ça me fait rebondir sur complications poétiques. C'est carrément, la marque a carrément déposé l'appellation, c'est protégé. Mais effectivement, ça peut résumer un peu la démarche que j'ai eue. J'ai beaucoup travaillé comme
comme Laurent, comme beaucoup de gens, en tant que motoriste, j'ai appris simplement à faire ce qu'on faisait un peu toujours. Et déjà, beaucoup avec la rencontre avec Max Busser, qui a permis aussi de voir Éric Giroud, des choses comme ça, on est parti dans l'idée qu'on devait réinventer aujourd'hui le mouvement en partant du design, justement, en partant de gens qui avaient des envies. Et si on parle du Pont des Amoureux, j'ai eu la très grande chance dans ma vie de croiser le chemin de la maison Van Cleef & Arpels là et de discuter avec qu'est-ce qu'on allait faire ensemble. Et là, il y a une sensibilité quand même très féminine qui est venue, puis qui a dit, ben voilà, j'aimerais faire quelque chose avec des petits personnages qui se rencontrent sur un pont. Et il a fallu mettre au point une technique relativement complexe dessous, donc adapter complètement un mouvement à la volonté d'une marque et d'un designer. Donc c'est là que ça fait le lien de nouveau avec ce qu'on fait. Mais à part ça, oui, il y a plein d'autres choses, de réunions, d'anecdotes. Tu as cité Max Busser, donc je saute directement à Éric Giroud, qui est aussi une des personnalités qui a été mise en lumière par les Friends de Max Busser. Max Busser, c'est celui qui a peut-être introduit l'esprit de la street culture et du hip-hop dans l'horlogerie, c'est-à-dire qu'il a invité des gens en featuring au début de ses morceaux, et puis tu as fait partie de ces featuring avec le design. Alors peut-être tu peux nous dire quel est le modèle ou quelle est la pièce peut-être qui t'incarne un petit peu, ou peut-être une anecdote de créativité Par rapport à MBNF, entre autres, oui. alors pour être très sincère et franc, vu qu'on est entre nous, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est que je suis quelqu'un de très classique. Ce qui m'intéresse dans l'horlogerie, c'est l'histoire de l'horlogerie, c'est ces pièces exceptionnelles, très raffinées. Et en paradoxe, je suis embarqué avec Max pour travailler sur justement la contre-culture de l'horlogerie. Donc c'est pas moi qui le fait, c'est le contexte qui me révèle. D'ailleurs, certaines marques m'ont contacté pour travailler de cette manière-là, mais ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné, alors, et c'est là où les anecdotes sont amusantes et drôles, ça a fonctionné avec Jean-Marc et Harry Winston sur Opus 9. Où là, on a réussi tous à créer quelque chose de très amusant. Et puis, comme on parle de fournisseurs, on a vécu des scènes mythiques. Je prends un exemple tout simple. Tout le monde a vu ces dernières années l'avancée de la fabrication des pièces en saphir. Donc, on a passé de la glace plate à la glace bombée, puis de la glace bizarre. Et avec Jean-Marc, on a créé une pièce où on avait un tube. Ça veut dire un tube. Bon, avec une forme un petit peu différente. Mais ça se résumait à 3 rayons. Eh bien, sachez qu'on a vécu des scènes drôles parce que les fournisseurs en question disaient il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais c'était collé. Les Jean-Marc et les gens de Winston disaient non, on le veut comme ça. Et vous ne vouliez pas de colle. On ne voulait pas de colle. On voulait un tube. Voilà, on voulait être pur et dur. Et où c'est très joli, c'est que un membre de MBNF nous a donné un contact au Japon. Donc c'est loin, on ne les connaît pas, on ne savait même pas qui c'était. On leur a envoyé un dessin et ils nous ont dit on peut le faire dans le prix, dans les tolérances et dans le délai. Donc autour de la table, au niveau de l'anecdote, vous pouvez vous imaginer, tout à coup, il y a tout le monde qui est un petit peu tendu. Parce qu'on avait plutôt l'impression de parler avec des gens qui savaient tout, mais concrètement, il n'y avait rien. Et on a eu la glace dans les délais, dans les machins, dans les trucs. Donc c'était une très très jolie histoire. Bon, il y en a d'autres avec la pied. C'est un beau projet d'anecdotes de fournisseurs. Alors, dès qu'on casse un peu les codes, c'est vrai qu'on se frotte à des grands moments de solitude, mais c'est pour ça qu'on aime nos fournisseurs. On va continuer dans le petit jeu des anecdotes, en fait. Monsieur Orlinski, vous avez travaillé avec plein de matériaux. J'ai noté l'aluminium, le bronze, le marbre, l'or, le bois pétrifié. Et quel est le matériau qui vous a le plus parlé, au sens
que la matière, elle est parfois vivante et elle vous fait passer des messages. Quel est le matériau qui vous a le plus parlé? Alors moi, je ne sais pas s'il y a des matériaux qui m'ont plus parlé plutôt que d'autres, parce qu'en fait, si je travaille certaines matières ou certains matériaux, c'est parce que quelque part j'ai une affinité. J'ai commencé par travailler des matériaux comme l'aluminium, qui est quelque chose qui est résolument contemporain, qui était très peu utilisé en fonderie à l'époque, c'était plutôt industriel comme matériel, par des résines aussi, qui sont quelque chose qui ont vu le jour en même temps que moi. Et donc ça m'a beaucoup intéressé d'avoir quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ensuite, après, effectivement, j'ai travaillé de l'onyx rouge, du marbre, et c'est vrai que le bois pétrifié, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est quand on pense que ça a plusieurs millions d'origine, c'est incroyable. Et que ce bois devient presque une pierre comme du marbre. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie. Il y a l'albâtre aussi qui est un matériau très intéressant avec sa transparence. Donc en fait, moi, c'est chaque matériau, je vais trouver de l'or, qui est aussi assez particulier. Et tout ce qui est matériaux fondus, alors, il y a des matériaux qui se fondent, des métaux, et puis il y a des matériaux qui se taillent, qui se sculptent. Mais dans les deux, j'arrive à trouver à chaque fois quelque chose. Et à chaque fois, je suis comme un enfant quand je découvre de nouveaux matériaux que je ne connaissais pas. Parce qu'en fait, beaucoup de matériaux qu'on ne connaît pas. À chaque fois, la première fois que j'étais dans une carrière, il y avait du marbre, il y avait de l'onyx, etc. Je n'avais jamais vu de l'onyx rouge, c'est impressionnant. Et j'aime bien aussi tout ce qui est transparence, les jeux de lumière. Donc en fait, je pense que chaque matériel a une spécificité, qui a un langage et qui donne une émotion. En tout cas, quand moi je la transforme en sculpture. Et cette émotion, elle est une vraie communication qui est communiquée au public. Et l'intérêt, il est là dans la matière. Mais j'ai pas une matière en particulier. Et la montre, donc le projet horloger en question, la matière avait-elle son mot à dire dans l'idée, dans le projet? Oui, bien sûr. Après, moi je suis arrivé avec beaucoup d'idées, avec des planches déjà en 3D, plein d'imagination. Après, il y a ce que moi j'ai imaginé, et puis il y a la réalité horlogère. Avec, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire, ou qui sont compliquées à faire, ou qui prennent plus de temps. On a parlé tout à l'heure de saphir, on devait effectivement faire au début aussi une montre en saphir, mais le développement est beaucoup trop long. En plus, dans l'esprit de ce que je voulais, donc je pense que ça va être certainement fait, mais plus tard. Et on a commencé effectivement avec du titane. C'est un alliage que je trouvais assez noble et assez représentatif de mon travail. Aujourd'hui, on a sorti de la céramique, de l'or, donc on a encore beaucoup d'idées sur des nouveaux matériaux. Ok. Alors, Rodrich, on parle de matériaux, on parle d'anecdotes. Toi, c'est une bible d'anecdotes en fait. Quand tu ouvres la bouche, il y a des anecdotes qui sortent. Alors, est-ce que tu en as choisi une pour nous aujourd'hui, pour introduire ce moment? J'ai dîné hier à propos des cendres, encore une fois, avec quelqu'un qui traite des cendres. Puis c'est incroyable, les cendres peuvent contenir beaucoup de métaux rares, on parle des terres rares, ou aussi des métaux précieux. Alors, c'est une maison, ils acceptent pas en dessous de 20 tonnes par lot de cendres. Donc, vous vous rendez compte des dimensions. C'est une entreprise qui traite 500 000 tonnes par année de cendres. Je parle là du résultat de l'innovation. L'innovation nous a amené aujourd'hui à avoir tout un autre comportement avec certaines matières. Savez-vous quelle était la matière plus précieuse que le platine 100 ans en arrière? C'était l'aluminium. L'aluminium coûtait plus cher que le platine. D'ailleurs, quand Napoléon il dînait avec une fois le roi de Siam, le roi de Siam venait avec des services en aluminium. Les officiers de Napoléon, ils mangeaient avec de l'argent et Napoléon avec de l'or. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a développé maintenant un comportement qu'on jette l'aluminium dans la poubelle? 7% de la Terre est composée d'aluminium. Mais on n'avait pas l'électrolyse. Et l'électrolyse nous permet de sortir l'aluminium du bauxite. Et ça fait qu'on a développé une culture qu'on jette l'aluminium. Et heureusement, on a aussi maintenant développé des cultures de recyclage. C'est aussi un de nos métiers en recyclant. Ce que je veux dire avec ça, c'est que je pense qu'on doit aussi un peu penser plus loin. J'aime beaucoup Peter Diamandis, quelqu'un peut-être le connaît, c'est un des fondateurs de la Singularity University. Le cofondateur est Ray Kurzweil, c'est le futuriste de Google.
La singularité, c'est un terme scientifique qui dit que d'ici 2025, nous sommes capables, pour 1 000 $, de développer un processeur qui a la capacité neuronale d'un cerveau humain. Et ces gens-là, ils disent aussi, bien sûr, que beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, nous, la majorité dans cette salle, et je me rappelle très bien, il y a 2-3 ans en arrière, sauf erreur, Olivier, tu peux me confirmer si c'était 2 ans, on avait demandé à 1000 personnes en Romandie ce qu'ils pensaient des montres smart. Et bien sûr, si vous faites ça à des jeunes en Romandie, parce qu'ils ont grandi dans des familles plutôt horlogères, souvent, ils vont dire c'est pas durable, c'est pas de la montre. Mais en fait, ce que ça a créé, c'est une nouvelle industrie de recyclage. C'est-à-dire, il faut maintenant développer une montre smart, comme une voiture, c'est qu'elle devient recyclable le plus possible. Vous rappelez ces codes vert, jaune, rouge sur les frigos, les voitures. Et au fait, vous avez aussi un index de recyclage sur une voiture. Tesla, par exemple, vous pouvez la recycler à 94%. C'est phénoménal. Et du coup, nous, dans l'horlogerie, on a d'un coup aussi un trend que les gens se posent les questions comment on peut plus recycler les matières. Donc ça va automatiquement amener beaucoup plus d'efficacité. Ça, c'est une des anecdotes. Mais j'aime beaucoup surtout cette anecdote de Napoléon avec le roi de Siam. Ah, l'aluminium. L'aluminium. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi la pointe de l'obélisque à Washington, elle est en aluminium. Vous ne saviez pas, hein? Eh ben, un petit tour du monde à travers des matériaux. Et Pierre-Laurent Favre, je vais aussi te poser la question d'une anecdote. Est-ce que la matière te parle? Est-ce que la fonction te parle lorsque tu es dans tes complications, dans tes mouvements compliqués? Alors, oui, bien sûr. Sauf que je dirais que pour nous, les motoristes, je pense à Jean-Marc qui est là aussi, le principal objectif quand les marques viennent chez nous, c'est que le mouvement doit fonctionner parfaitement. Donc on n'a pas énormément de choix dans les matériaux. Par contre, en termes d'anecdotes, j'en ai quand même une qui peut aller dans ce sens-là. C'est avec nos amis italiens. J'ai eu la chance, il y a 18 mois, de rencontrer le patron d'une grande marque de mode. Et puis, quand on s'est rencontrés, tout de suite, il m'a dit j'aimerais faire de la haute horlogerie de ma marque. Est-ce que vous seriez d'accord? Mais à une condition, c'est que vous travaillez avec tous nos designers et c'est eux qui décident tout. Ok. Et puis ensuite, en travaillant avec eux, en les rencontrant, d'abord ça a été une bouffée d'air extraordinaire parce que ça va dans tous les sens, mais particulièrement en Italie, les gens aiment travailler l'or. Et l'or 18 carats, que franchement, aujourd'hui l'or jaune, on le voit quasiment presque plus. Et ça a été une belle découverte parce qu'il a fallu qu'on se remette en question pour faire un maximum de composants en or 18 carats. Et puis ensuite, en partant dans des délires de création, d'ailleurs, allez voir ces pièces, elles sont juste fantastiques, c'est Dolce & Gabbana, haute horlogerie. Et l'or est très mou, c'est pour ça que vous avez, en tant qu'horloger de tradition horlogère, on a très peu d'utilisation de l'or au niveau du mouvement. C'est rare, on le fait, mais c'est rare. On le fait parce que, oui, on le fait, mais on ne l'emploie pas énormément dans le mouvement parce qu'il est malgré tout relativement mou. Donc nous, on préfère le laiton, le maillechort, les aciers. Mais voilà, si on peut utiliser l'or, on l'utilise. Donc une rencontre exceptionnelle où le matériau a été un petit peu le guide de l'histoire. Le matériau et puis ensuite la place à ces créateurs qui n'arrêtent pas de dessiner, de rajouter, d'effacer, de recommencer jusqu'à ce qu'ils arrivent à un produit qui leur plaît totalement. Donc c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent, carrefour de... Exactement, on était plutôt craintifs parce qu'on s'était dit ça va déborder, ça va aller trop loin et finalement pas. On a réussi à se comprendre et je crois que les produits sont exceptionnels. Alors, je voulais quand même vous dire, vous êtes super bien élevé. On dirait presque que vous êtes suisse. Alors, il ne faut pas hésiter quand même un petit peu à vous couper la parole. Il ne faut pas hésiter un petit peu à intervenir. Moi, j'ai peut-être des questions un peu cucu, là. Je vais le faire. Donc, ne vous gênez pas, mais pensez aussi qu'il y en a qui sont un peu mieux éduqués que vous. Et que ça va être aussi pas forcément facile pour eux, mais il va falloir s'accrocher. J'aimerais rajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire.
Est-ce qu'il y a des collectionneurs qui ont des pièces de François-Paul Journe dans la salle, à part lui? Alors, il a au fait un jour décidé qu'il va que faire encore des mouvements en or, des ponts en or. C'était un jour où j'étais encore un peu naïf, il m'a demandé ça pour 250 jeux de ponts. Je suis rentré à la maison, j'étais tout fier de la commande, et mon patron m'a dit « mais vous êtes taré ou bien ?» Il y avait 80 kilos d'or qu'il fallait immobiliser. Moi, j'ai donné l'or comme ça à François-Paul, même pas demandé des garanties. Et en fait, ce que je voulais vous dire, si vous aviez acheté une montre avant, les bons étaient faits en maillechort, ceux-là, ils ont de la valeur. Donc la valeur du collectionneur. Ça me permet d'ailleurs de souligner que la première année où on remarque dans les couloirs du salon de plus en plus de collectionneurs. C'est assez flagrant cette année, je crois qu'il y a un avant, un après. Les collectionneurs, on les croise comme ça, ils sont discrets. Il faut quand même penser que ce salon est ouvert qu'aux professionnels, théoriquement, et que est-ce qu'on considère qu'un collectionneur est professionnel? Mais dès le moment où une personne rentre dans une boutique de montres et est capable d'en savoir un peu plus que la vendeuse ou que le vendeur, eh bien on peut dire qu'il est professionnel. Donc ça c'est peut-être une petite mutation. Ces gens qui font des collections savent qu'ici on va trouver vraiment des petites réponses, des petits questionnements qui ne vont pas rester perdus dans un discours marketing formaté et convenu. Petite parenthèse, et puis parenthèse aussi entre les mondes, on parlait tout à l'heure de cet or jaune qui a été plébiscité par Dolce & Gabbana et qui existe quasiment plus dans l'horlogerie parce qu'on est passé à l'or rose. Et en fait, si on réfléchit, l'or rose c'est aussi une rencontre puisque l'or rose ça vient du dentaire à la base. Donc une technologie du dentaire, des avancées du dentaire, et on est dans un salon où on a justement cette pluralité de secteurs, on n'a pas seulement l'horlogerie, on a les medtech, et bien se dire que voilà, le dentaire a influencé la mode en horlogerie. C'est quand même un matériau influence la mode. Ouais, il faudra aussi savoir qu'est-ce qui influence quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mode là-dedans. Pourquoi on est venu tout ça faire du rose? Je sais pas, avant, moi je connaissais que le 3 4N, maintenant on est à la 5N. Mais cette année, il y a quand même la marque Singer qui a sorti du 1N qui n'a jamais existé, qui est quasiment jaune, très très pâle, très dur, très beau. Et est-ce que ça va devenir une nouvelle tendance? Et c'est là que le designer devra aussi nous dire un peu dans quelle mesure lui il influence le client final, ou c'est le client final qui tout d'un coup fait un choix. Ça m'a toujours fasciné, les designers, qu'est-ce qu'ils ont comme antenne, comment ils arrivent à savoir avant tout le monde ce qui va se faire, ou est-ce qu'ils lancent quelque chose puis c'est le client final qui va dire c'était celui-là le bon designer. Est-ce qu'ils suivent ou est-ce qu'ils précèdent la tendance? Les créateurs, les designers. Est-ce que vous la créez, vous la suggérez, vous la percevez avant tout le monde? C'est une question de prétention, ça. Ben allons-y. Allez. Oui, on peut. Si on est prétentieux, on dit qu'on l'a créé. Non, en fait, je crois, enfin, moi, ce qui me concerne, mais dans mon domaine, après, ça ne s'applique peut-être pas au monde horloger, mais c'est vrai que, en fait, je pense que c'est une sensibilité de sentir une tendance, de la sentir venir. Et en fait, moi, si j'ai une qualité, en tout cas, et c'est celle que je retiendrai, parce que j'aurai beaucoup de défauts, mais c'est de voir avec mes yeux ce que le plus grand nombre vont voir. C'est ça que j'ai remarqué. Donc c'est avoir finalement un œil pas très pointu, plutôt mainstream, plutôt populaire. Et cet œil populaire, il permet justement de... Mais je pense que les tendances, elles existent et nous, on arrive à les capter, etc. Après, il y a eu des grands instigateurs, je pense, mais là, c'est peut-être des génies qui ont créé effectivement des modes et des courants. Mais sinon, je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où tout va très très vite. Et tout change, on fait beaucoup de jetables, des idées, tout est très rapide. Et donc, si on est un tout petit peu attentif, c'est inconscient tout ça, et bon, on arrive à capter un petit peu et développer, surfer sur ces choses-là. Mais je pense qu'en réalité, on n'est pas forcément des créateurs, mais on sait détecter quelque chose et on le développe et on le généralise. C'est plus ça pour moi, en tout cas, c'est plus ça. Toi, Eric, tu suis ou tu crées la tendance? Ça dépend des projets et des marques et des interlocuteurs, tout simplement. Je pense qu'il y a des projets qui sont sujets à réflexion plutôt nouvelle, voire folle, voire différente, etc. Et il y a des sujets sur lesquels
naturellement, vous êtes obligé d'ouvrir des vieux livres. On parle du vintage aujourd'hui, où malheureusement et heureusement, c'est un gros marché on parlait des collectionneurs avant. Donc si on est sur des sujets vintage, c'est très très difficile d'insuffler un design un peu contemporain. Et je pense que c'est une industrie relativement traditionnelle. Mais après, il y a des projets effectivement où on peut avoir des points d'accroche un peu plus différents. Mon travail, il est surtout de prendre le temps que les gens des marques ne peuvent pas prendre. Pour, comme le disait Richard, ça veut dire d'écouter de la musique, de prendre du temps, de réfléchir, de se promener et d'être ouvert à. C'est surtout ça le sujet. Parce que moi, j'arrive des fois autour de la table et le projet, il est déjà fait, il est déjà clos. Et au lieu d'être négatif, je me dis, bon, on va essayer de le réouvrir afin de voir un petit peu quels sont les... Alors, il y a des tendances, il y a eu l'automobile, il y a le sport, il y a les artistes contemporains, il y a des domaines qui sont implantés. Puis après, on peut des fois... là, il y a plein d'anecdotes. Hein. On a démarré des montres d'aviateurs qui ont fini aux montres au poignet des pilotes de Formule 1. Ok. Il ne faut pas oublier ça. Donc je pense que c'est assez ouvert et on a vu ces 10 dernières années quand même une très très belle évolution du dessin. On a des objets intéressants. Et là, c'est vrai que c'est à nous d'ouvrir les portes. Mais on est bien aidés, Je sens que, voilà, il y a deux qui veulent ouvrir... Oui, peut-être, moi je suis frappé d'une chose, pour rencontrer énormément de marques, de responsables marketing ou de CEO, je trouve que tout le monde s'observe, tout le monde fait les études de marché, tout le monde va voir ce que l'autre fait, en essayant ou de faire la même chose parce que ce produit a bien fonctionné, ou alors d'essayer de suivre les tendances. Et je trouve finalement que ce travail peut-être empêche nos amis designers d'imaginer la montre dans 2, 3, 4 ans, quelles seront les couleurs, quelles seront les formes. Ça me fait penser que, si j'ai bien lu votre biographie, vous êtes fan de Andy Warhol. Or, Andy Warhol, il y a un avant, un après. Est-ce que vous rêvez de créer cet avant et cet après en termes de création? De créer quelque chose qui soit suffisamment disruptif pour qu'on puisse dire quelque chose est venu après? Andy Warhol, Andy Warhol, c'est un génie. Je pense qu'il aurait vécu aujourd'hui. Là, il y a un avant, un après, parce qu'il a vécu dans un temps où il n'y avait peut-être pas Internet, la rapidité, le développement. C'est déjà un phénomène, mais je pense que le phénomène aurait été bien différent s'il avait pu prendre part à notre vie d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir. Et je pense qu'il aurait développé à l'extrême. Alors donc, voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de rendre accessibles les choses, de faire partager le plus grand nombre des idées, des courants, de l'esthétisme, des choses belles, réinterpréter le luxe aujourd'hui, parce que le luxe aujourd'hui, il y a du luxe accessible, c'est comme complètement nouveau, parce que le luxe était réservé à une élite. Aujourd'hui, on voit que toutes les grandes marques de luxe aujourd'hui essaient aussi de capter de plus en plus voilà, même dans les mondes, des collectionneurs qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des grosses pièces. Donc il y a une espèce de bouleversement qui est opéré aujourd'hui. Et moi je suis pas, voilà, avec ma petite personne, j'essaie juste de faire perdurer ou de développer en tout cas cet engouement et d'embringuer avec moi le maximum de personnes. C'est ça plus qui m'intéresse. Alors Andy Warhol, oui, mais je ne ferai jamais Andy Warhol. C'est un bel exemple en tout cas. Alors, j'ai entendu un mot sortir à l'instant, c'est le mot vintage, et puis ça me fait presque envie de vous poser la question, est-ce que le design est mort? Est-ce que c'est foutu? Est-ce que c'est fini? Parce que quand on ressort des trucs du passé, bon ben c'est bien, on peut éventuellement penser qu'on a réinterprété, qu'on a enrobé, etc. Mais à la fin, tout se ressemble, un peu comme dans le CX des voitures à une époque, où ça avait toute la même forme. Et puis on a l'impression qu'on est en train de vivre ce moment aujourd'hui dans l'horlogerie, comme si le design était mort. Alors j'aimerais bien vous allumer un peu là-dessus et puis que vous me disiez, est-ce que vous pensez que le design est mort? Design horloger, design... Alors moi je peux répondre, toute petite en quelques secondes. En fait, c'est un vrai sujet qui est très intéressant. C'est vrai qu'il y a un engouement pour le vintage, dans l'horlogerie mais aussi dans le monde automobile, où on voit de plus en plus... Après, force est de constater que quand on voit la beauté des machines qui étaient créées dans les années 40, 50, 60,
c'est sûr qu'il y avait des matériaux, d'abord, il y avait un savoir-faire, des matériaux qui étaient utilisés, et puis il n'y avait pas les mêmes contraintes. Donc on évolue avec son temps. Donc, je ne pense pas que le design est mort, il faut se réinventer. C'est vrai qu'on a tendance tous à aller vers quelque chose de plus aseptisé, parce que les codes sont un peu tous les mêmes. On doit obéir à une certaine logique économique, une logique aussi pour les voitures de pollution, ou même de recyclage aussi. Je viens d'apprendre, parce que j'ai plus entrevu ça, mais aussi dans le monde de l'horlogerie, il y a aussi le recyclage. Enfin, c'est des problèmes qui sont très très contemporains et actuels, et donc on obéit à des règles, et peut-être qui peuvent nous détourner. Mais pour moi, le design n'est pas mort, c'est juste il faut se réinventer, et voilà. Et je pense qu'on a les bonnes bases, et justement se servir du vintage. Je pense qu'à partir du vintage, on peut réfléchir justement à comment créer du néo-futurisme. Moi, je m'inspire beaucoup des années 30 pour créer des pièces aussi. Et pourtant, elles sont, je m'inspire et des années 30 et de la science-fiction. J'arrive à faire un mix entre les deux. Ok. Le design est-il mort? Alors, j'aimerais juste qu'on situe qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on associe le design au design industriel. C'est pas vieux. Raymond Lévy, c'est les années quoi, 50, 60. Et qui a dicté ça? C'est l'industrie. Pour faire quoi? De l'argent. On n'est pas des artistes. Là, on a un contre-exemple. On appelle un artiste qui va travailler sur une base d'une montre. On ne sait même pas qui c'est qui a dessiné la base de cette montre. Donc on a le reflet de notre monde. Moi, je pense pas que c'est mort. Je pense juste que le marché décide beaucoup de choses. Il y a des tendances, il y a des moments. Là, tout le monde s'agite avec le vintage, mais personne ne s'est agité il y a encore quelques années sur le renouveau de la montre classique. 40 mm, or rose, 25 000, toutes les marques. Je sais pas, on y a tous passé, on en a tous dessiné, plus ou moins réactualisé. La marge de manœuvre, elle est de plus en plus fine, parce que la fonction de la vente est de plus en plus forte. Donc tu penses que c'est le marché qui, en quelque sorte, donne ses règles et tue Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça tue pas, mais... Et il y a plus d'années 30, hein. C'est Non, fini. Il y en a plus, on a l'impression qu'on s'emmerde des années 30. C'est des pièces qui ont une Rolex, c'est quand même le visuel top face. Ça a quoi, 80 ans? Une Tank, même combat. Une Royal Oak, 45 ans. Donc, pourquoi pas? Mais les gens portent des jeans qui sont dessinés et réactualisés depuis 100 ans. Moi, je pense pas que c'est mort. Je pense qu'il y a la marge de manœuvre est plus fine, et on le voit avec les nouvelles générations. Il y a peut-être d'autres envies. On est dans un couloir où la créativité est pas si grande que ça. Et puis on oublie un autre sujet, c'est que la créativité, elle est diluée. On parle de la mécanique, on parle du cuir, on parle des matériaux. Je sais pas. Moi, je suis assez confiant. Audrey? Moi, je crois qu'on a tendance à oublier d'où on vient. Le design ne peut pas mourir. Le design, c'est un réflexe de survie. Un chasseur a optimisé son arme pour qu'elle soit plus efficace. Nous n'arrêterons jamais de concevoir et d'encore améliorer un design en ergonomie, en comportement mécanique, etc. Le design n'est jamais mort. Le design, peut-être, suivant la conjoncture, il suit plutôt le trend au lieu d'être novateur et courageux. Moi, j'ai dû taper Tom Ford pendant cette année. Je peux vous dire, de travailler avec un taré pareil, c'est impossible, vous direz. Moi, 2 semaines avant la foire de Bâle, il trouvait sur les 300 prototypes qu'on a fait que le brin n'était pas assez Coffee Bean Brown. Ça, c'est une belle anecdote, vous la garderez pour vous. Tous les sacs que vous recevez aujourd'hui quand vous sortez d'une boutique Gucci sont dans un brin café, le Coffee Bean Brown. C'est le code couleur de Tom Ford, hein. Il ne connaît pas les autres codes. Puis, c'était pas assez Coffee Bean Brown. J'étais tellement furax quand il m'a dit 2 semaines avant, il faut me changer tous ces montres G, qui en plus c'était un trend de design, c'était un air où on faisait des montres en forme des initiales de la marque. H comme Hermès, G comme Gucci. Puis on a fait cette G carré qui avait ses foutus cadrans Coffee Bean Brown, mais pas ses Coffee Bean Brown. J'étais tellement fou de rage, parce qu'il voulait qu'on change ces 300 montres 2 semaines avant la foire de Bâle. Des cadrans, c'est impossible. J'étais à la micro. J'étais me faire du café, j'ai pris le sac, j'étais à la mouleuse, j'ai moulé mon café. Je vois cet emballage, puis je vois ce beau brin café. J'ai demandé un carton de 24 sacs d'1 kilo de café, j'ai amené ça le lendemain à l'usine, j'ai dit à mon chef de prod, tu me découpes ça là au ciseau, tu me tampons Gucci sur le cadran, et on fout ça sur ces montres. That's it.
C'est devenu le standard couleur de tous les sacs que vous recevez quand vous sortez d'une boutique Gucci encore aujourd'hui. Juste que vous sachiez. Mais le H a fait qu'on a fait l'AG, on suivait la tendance des montres. Mais des fois, on a des phases plus courageuses dans le design, où on a des choses, quand je vois ces rébellions, ces temps-ci qu'on voit, c'est plutôt un design courageux. D'autre part, il y a des designs plutôt conservateurs. Et ça dépend aussi de la conjoncture. Je vais revenir à vous dans un petit moment. J'aimerais, pour vous aérer, que vous puissiez un petit peu vous sentir là, ça passe quand même le temps, on est bien, on est à l'aise. J'aimerais donner à l'assistance 3 questions, évidemment femmes et enfants d'abord, c'est welcome. Mais est-ce qu'on peut partir avec l'idée qu'on interrompt un petit peu cette discussion avec votre avis, votre question, votre questionnement. Alors, je vous laisse tous ensemble, ne vous battez pas, s'il vous plaît, levez la main pour appeler la présence d'un micro. Ah, voilà. Oui, alors moi ma question... Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Oui, bien sûr. Adrien Pedroso du média W4Watch. Ma question elle va à Monsieur Richard Orninsky. Je souhaiterais savoir, vous qui mentionniez que vous êtes collectionneur, quel type de pièces horlogères, quel type de marque vous aimez, hormis Hublot bien sûr. Quel type de design vous parle? Hormis Hublot, vous avez dit hormis Hublot, c'est ça? Exactement. J'ai signé un contrat, je peux parler que du Hublot. donc j'ai pas le choix. Non, mais c'est moi, on parle du vintage, c'est vrai que je collectionne pas mal de monde vintage, mais que j'ai déjà depuis un moment. Et c'était pas tellement pour suivre une tendance, puisque finalement c'est maintenant très à la mode, mais moi ça fait un moment déjà que je les ai. Après, moi je suis un collectionneur assez encore basique, toutes les marques ont été citées. C'est sûr que j'ai du AP, j'ai du Patek Philippe, j'ai du Rolex, Vintage, voilà, j'ai pas... Mais je suis pas attaché à une marque en particulier, j'aime le modèle, j'aime regarder le modèle, ce qui m'inspire, c'est pas forcément une marque en particulier. Plutôt avec des boîtes classiques ou des cadrans classiques ou par exemple une MB&F, c'est des choses qui pourraient vous intéresser, que vous aimez ou pas trop? Oui, en réalité, je regarde vraiment la beauté de l'objet, quoi. Je suis pas, c'est-à-dire que je suis pas formaté pour me dire, si c'est pas cette marque-là, ça va pas, j'achète pas. Et d'ailleurs, dans beaucoup de marques, il y a un modèle qui va me plaire et la plupart ne vont pas me plaire. Donc j'ai pas, on va dire, j'ai gardé un espèce de, il a plus le droit de parler. Bon, on va parler. J'ai gardé un espèce de côté un peu enfant comme ça en d'abord regardant le modèle et ensuite je viens de regarder une montre, là je savais pas quelle était la marque et j'ai trouvé jolie et donc voilà, j'ai pas d'a priori, non c'est pas ça donc ça me plaît pas et malheureusement aujourd'hui, parce que je fréquente aussi beaucoup de collectionneurs dans le monde dans lequel je vis, il y a vraiment des codes et il faut avoir telle marque ou pas telle marque pour être au bout du jour ou pas quoi. Donc je pense que voilà, donc moi je suis assez hétéroclite, assez et je suis ouvert en tout cas à voir des belles choses. Alors, on va passer. Merci beaucoup pour la réponse. Je profite de saluer Georgia Krief qui nous rend bien service aujourd'hui, pas seulement en portant le micro, mais en organisant les choses, notamment les déplacements de nos invités, etc. Donc, peut-être la parole à vous, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, François Courvoisier, Haute École ARC et Institut de Marketing Horloger. On a parlé un petit peu de tendance vintage. Précédemment, il y a eu les heures déstructurées, il y a eu les montres squelettes, etc. Je me demande si la prochaine tendance, c'est pas la montre femme. C'est pas par rapport à un design, mais par rapport à des clients. Les marques horlogères étant, la plupart du temps, en tout cas les marques suisses, très masculines. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'avenir du design horloger, c'est le design pour la femme? Intéressant. Moi, je vous donne mon avis là-dessus, parce que j'en ai un, il est pertinent. On est tous des cons dans l'horlogerie. Regardez les catalogues. On met toujours les pièces qu'on aime, nous, devant, donc les chronos, les complications. Est-ce qu'on considère qu'on part quelque chose qui nous plaît, les montres qui nous plaisent souvent pas, c'est les montres femmes, on les met tout derrière. J'ai toujours dit qu'il faudrait faire une application Tinder qui vient le catalogue, qui à l'aléatoire va me présenter une fois une montre moi, une fois une GMT, une fois un chrono, une fois un tourbillon, puis je like ou je like pas ou j'achète.
on doit changer. Moi, j'ai travaillé pour une marque de montres, Gucci, pendant cette année. À l'année, on était le plus grand client. Parce qu'après Swatch, chez Eta, on produisait 1,3 million de pièces. 95% pour femmes. Elles étaient vendues. Et je pense que c'est une des deux toutes grandes négligences de l'horlogerie suisse, la femme. Il y a plus de femmes et ils veulent juste des montres plus simples, elles ne veulent pas des pièces compliquées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas des pièces mécaniques, mais je crois qu'il faut aussi se libérer de ça. Essentiellement, elles ne veulent pas des montres mécaniques, si on est honnête envers nous-mêmes. Ça, c'est mon avis, mais je pense que nous négligeons trop le marché de la montre d'âme. Je fais une petite liaison parce qu'aujourd'hui c'était la journée de la femme pour la première fois au sein de l'EPAJ et comme vous avez vu, vous êtes extrêmement nombreuses, mesdames, autour de cette table. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre peut amener son nom au moulin concernant cette réflexion? Je vais juste dire que vous avez raison, ça fait 2 ans qu'on travaille activement sur des mandats, en tout cas de certaines marques, pour des nouveaux mouvements spécialement pour les femmes. Donc vous êtes totalement dans le vrai. Mais c'est pas simple. Oui. Moi je suis tout à fait d'accord. De toute façon là maintenant on plaide pour l'égalité entre les sexes. Mais c'est vrai que je trouve que moi j'ai remarqué ça aussi quand je me suis intéressé à ce monde de la montre, qu'il y avait beaucoup trop c'est vrai, beaucoup plus axé sur l'homme que sur la femme. Et je pense qu'il y a un vrai marché, mais il faut comprendre ce marché, quoi. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'études où on a été. Mais en tout cas, la femme, c'est quand même un bijou. Si la montre devient un bijou, donc la femme a toujours porté des bijoux, donc pourquoi pas plus développer. D'ailleurs, moi je travaille en ce moment sur une éventuelle montre femme. Magnifique. Encore une réponse sur les femmes? Oui, Jean-Marc? Grand connaisseur. Non, moi j'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup aimé, puis je veux simplement dire que la femme a un besoin tout à fait différent. Et on s'en est rendu compte. Maintenant, on a réussi à faire beaucoup de montres qui nous ont poussés dans nos limites, parce qu'on a fait de la vraie mécanique. Vous avez vendu 95%, c'était des montres simples. Longtemps, on a cantonné la femme dans une montre très simple, très basique, mode. Et je me suis rendu compte que la femme est aussi très sensible à une mécanique pure et simple, et pas la performance n'a pas d'importance. Par contre, la fonction qu'on va pouvoir faire, et très paradoxalement, je dirais que grâce au travail que j'ai fait pendant 10 ans, en tout cas essentiellement sur des montres femmes, ça m'a permis de développer des nouveaux concepts et je les ai utilisés dans des chronographes. Notre dernier chronographe, j'ai réussi à le faire certainement beaucoup grâce au travail qui a été effectué sur les pièces pour femmes. Donc toujours le designer devrait, et plutôt la marque, notamment si elle travaille pour les femmes, devrait laisser s'exprimer la femme ou lui-même pour demander beaucoup plus à l'horloger, parce qu'on ne lui demande pas assez à l'horloger. L'horloger fournit des mouvements d'habitude, et puis c'est le designer qui utilise toujours le même moteur pour faire des montres qui soient hommes-femmes. Mais en réalité, on peut aussi demander au motoriste de faire un mouvement spécifique. Et c'est là où l'utilisateur, la femme, ou le designer doivent être puissants et puis nous dire oui, on va le faire, alors moi je veux ça. Et puis on lui dira forcément que c'est impossible, mais on va le faire. Alors, avant de retendre le micro à notre assistance pour une troisième question, je me permets juste d'intervenir. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un malentendu? Je pense à une des complications que tu as réalisées, qui est pour moi une des plus poétiques par rapport à la perception du temps, mais que j'aurais imaginé être pour les femmes et non pas pour les hommes. C'est une montre qui s'arrête lorsqu'on discute avec quelqu'un et avec qui on est bien, donc l'heure suspendue d'Hermès. Et quand on a fini la discussion, on la remet en route et elle se souvient du temps qui est passé et elle se remet à l'heure automatiquement. Ça, je trouvais que c'était vraiment très féminin. Nous, ça nous passionne de voir comment ça fonctionne. C'est hallucinant. Mais l'homme, il a aussi envie de pas un malentendu. Non, moi, je suis pas sûr. Là, l'homme-femme, c'est l'homme, il regarde sa montre et puis il dit. Par contre, la Fabergé, le truc très technique, magnifique, uniquement de la beauté. Ça, c'était vraiment de la technique au service d'une montre pour femme. Donc il n'y a pas de malentendu, c'est aussi une montre pour hommes. Est-ce que je peux avoir une dernière question avant qu'on continue? On reviendra après avec d'autres questions. Quelqu'un aimerait... Donc une dame, ça me ferait tellement plaisir qu'une dame participe. Bon. Alors, je vais vous amener sur un terrain en espérant que vous ne me jugiez pas réducteur. C'est-à-dire... Je ne mets pas en doute vos talents de créateur, tous dans les disciplines que vous représentez,
mais j'ai parfois l'impression que deux choses s'imposent à vous. C'est la première, le langage de la matière. Une matière, ça réagit en fonction de données chimiques, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses quand on les fait qui coincent, qui craquent, qui se morcellent. Et puis la deuxième chose, c'est la fonction. La fonction, l'idée du fusil tout à l'heure qu'on fait du style, le design, c'est absolument nécessaire parce qu'à la fin, on affine son fusil jusqu'à ce qu'il soit efficace. Donc cette notion d'efficience, d'efficacité, est-ce que c'est pas elle finalement qui dicte la forme? On a dans les mouvements des pièces qui sont des véritables œuvres d'art, mais qui n'ont pas été créées par un créateur, qui ont été créées à cause de leur fonction. Alors, je commence peut-être par ceux qui manient la fonction, en leur disant, est-ce que vous n'avez pas l'impression de temps en temps que la créature vous dicte l'œuvre? Pierre-Laurent, c'est à ton tour de parler. Ouais, alors oui, c'est une excellente question. Je dirais que quand on commence à construire un mouvement, on se retrouve déjà confronté à un volume. Dans ce volume, on va y mettre un certain nombre de fonctions. Et je dirais que vraiment la première démarche pour le constructeur, c'est déjà de positionner toutes ces fonctions. Et c'est déjà pas simple. Donc il y a déjà un gros travail de base qui est très important et qui est primordial. Je rappelle que la première chose qu'on nous demande en tant que motoriste, c'est que le mouvement fonctionne pas 3 mois, mais 30 ans ou plus. Donc on doit garantir un fonctionnement parfait. Et ensuite, après, on va commencer à travailler avec les designers qui vont entrer dans la danse et puis qui vont nous proposer justement des modifications, des différences. Et là, il y a réellement non seulement discussion, mais il y a parfois conflit, quoi, parce que qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qu'on va privilégier. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours ça. Là, on pense à une pièce qui est très souvent personnalisée, donc le rotor, mais si on va à l'intérieur de la montre, quelle est pour toi la pièce qui est la plus jolie, esthétiquement parlant, et qui a vraiment une fonction à l'intérieur d'une montre mécanique? Pour moi, les pièces les plus esthétiques sont dans les mécanismes horlogers. Je pense par exemple à une répétition minute, quand vous avez des pièces en acier qui ont des formes juste impressionnantes, qui s'appellent par exemple l'oiseau. C'est très très beau dans une montre, un oiseau. Je pense à d'autres pièces qui sont très fonctionnelles et qui ont des formes, mais uniquement dues à la fonction. Et moi j'apprécie particulièrement les pièces en acier parce qu'on peut les décorer différemment. Jean-Marc, est-ce que dans ton expérience aussi, il y a des pièces comme ça qui t'ont dicté l'œuvre? C'est-à-dire que tu as beau être créateur, finalement, tu as dû fermer obéir, la pièce elle-même, la fonction donne son sens esthétique du beau. Non, c'est un tas de sable, c'est magnifique, on peut faire beaucoup de choses. On a simplement quelques points de pivotement, de frottement, des dents, des choses comme ça qui sont à un certain endroit. Et après, rien n'interdit de rejoindre tous ces points avec quelque chose de joli. Et ça, on l'a beaucoup fait, on aime beaucoup. Mais avant, je ne comprenais pas très bien cette très bonne question, mais évidemment, on est dans la montre. On est obligé d'être au service de l'objet fini et donc on ne demande pas tellement autre chose que de répondre à ce qu'on nous demande. Donc on a rarement l'occasion de vraiment mettre le mouvement en avant, alors que je pense que c'est un peu ce qui devrait et ce qui est important dans notre horlogerie actuelle qui va donner de la valeur à des objets de haute horlogerie. C'est justement comment l'intérieur est fait. Donc effectivement, mais ça comme disait Pierre, on n'a pas beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de monde. Quand on va jusqu'à 500 pièces à l'intérieur d'une boîte de montre, on ne peut pas encore s'amuser à faire beaucoup partout joli. On va aussi surtout privilégier la fonction. Et donc on a plus beaucoup de liberté. Après, il y a certaines pièces mécaniques. Et chaque fois qu'on le peut, c'est absolument nécessaire de le faire, même si la montre est complètement fermée. Ça fait partie intégrante de la montre. Chez nous, on dessine
dans nos cams, on dessine des choses qui nous permettent de les reconnaître, et puis simplement, on a des constructeurs qui sont aussi un petit peu artistes ou qui aiment bien s'exprimer. Et tout d'un coup, dans la montre qui avait une fée avec son aile et sa baguette magique, elle indique les heures et les minutes. À l'intérieur, il y a des cams, et dans ces cams, on dessine la forme d'une petite fée, on dessine différentes choses. Et tout d'un coup, il y a un client qui vient et dit c'est vrai qu'il y a une fée dans ma montre. Alors voilà, petit à petit, des photos, des combines fait que les gens sont sensibles à des parties techniques à l'intérieur. Mais par définition, on est à l'intérieur, on n'est pas visible en tant que motoriste. Le design, c'est pas seulement... Là, je m'adresse à Eric parce qu'on a parlé de la fonction qui dicte l'esthétique. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, de t'incliner de respect face à la beauté d'une pièce déjà inspirée par la technique et non pas par ta créativité? Et après, je vais passer à la même discussion avec la matière. Donc, est-ce que ça t'est arrivé? Très souvent, dans la mesure où, quand on fait des projets, attention, il faut qu'on sache un peu de quoi on parle, parce qu'on parle un peu beaucoup de choses entre le fond et la forme. Je parle des composants, alors là, vraiment les composants. On est tout de suite dans une réalité où on a un nouveau mouvement, des choses comme ça, donc haute horlogerie. Moi, je ne suis pas confronté, mais ce qui me dérange un tout petit peu, c'est comme la conversation de la montre femme tout à l'heure, et on revient sur la fonction, le fond et la forme, c'est qu'on est beaucoup dans la forme. Et si on regarde les horlogers qui créent des belles montres, il y a des marges de fond. Une approche de fond. Quand on parle des implantations de mouvement, moi, certaines fois, j'arrive, le projet est avancé, et je remarque que l'implantation de mouvement, quelles que soient les fonctions, sont connues, similaires, elles existent. Et des fois, on a la chance d'être autour de la table et de commencer sur le fond. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Etc. Je ne suis pas confronté, il faut pas oublier, j'ai un métier de service. Moi, je suis au service des marques à quelque part. Je peux créer quelque chose. Je suis extrêmement séduit quand, justement, la démarche horlogère, j'ai fait des projets, par exemple, avec Jean-Marc. J'ai un souvenir de Poetic Wish pour Van Cleef & Arpels, où il y avait une intention de fond qui était merveilleuse. Je n'avais qu'à respecter et emballer. C'est tout. C'est intéressant. Mais comprendre, être là. Donc non pas créer, mais respecter et emballer. Oui, alors, vous êtes autour de la table, donc ça veut dire que vous faites partie de... Moi, j'essaye pas de... Je dis souvent « on » parce que je trouve que c'est des gens qui travaillent ensemble. Des fois, des horlogers me font une remarque sur une ligne de courbe sur une corne et je me dis « tiens, et c'est juste ». Et moi, des fois, je me permets de dire « écoutez, on pourrait peut-être faire ça avec le barillet, je sais pas, mais... » Moi, je vis ça très bien, les gens qui travaillent avec moi le confirmeront, c'est qu'on travaille en équipe et lorsqu'on travaille sur un projet global où on fait le travail sur un nouveau mouvement, une nouvelle boîte, etc., voire une nouvelle marque, chose à laquelle j'ai beaucoup participé, chacun y amène du sien. On n'est plus dans la... C'est pas très intellectuel, je trouve. C'est plus amical, c'est plus... Moi, j'ai des beaux souvenirs d'ouverture d'esprit des horlogers. Ils sont contents que je sois là, et puis ça se passe assez bien, puis tout à coup ça bloque, tout à coup ça marche plus, tout à coup on s'entend plus. C'est assez intimiste comme métier, et ça se ressent. Après, nous on a vécu des belles aventures avec Jean-Marc sur certains produits qui se sont sentis jusqu'au poignet. On rencontre des collectionneurs qui ont acheté des pièces auxquelles nous avons travaillé, et quand ils nous en parlent, on a l'impression de revivre ce qu'on a vécu. Fabuleux. Mais des très, ça a l'air de rien. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, au même titre qu'un artiste, et je pense que les motoristes également, on lâche toujours un petit peu de nous-mêmes dans chaque objet. Et pour moi, c'est pas spirituel, mais c'est notre vie. Chaque fois, on lâche un petit peu, et puis c'est aussi de la générosité. Jean-Marc ? Oui, juste, ça me fait penser, hier, j'ai assisté un petit moment à présentation de M. Kudelski qui parlait d'innovation. Et le design, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Il parlait d'innovation et puis il parlait
si on fait de l'incrémentiel, incrémental ou bien du rupturiste. Il disait que le Suisse était très fort pour faire de l'incrémentiel. On améliore sans arrêt un petit peu et on a des produits, on en fait des succès. Et c'est typiquement ce que tu dis, Royalo, Hublot, ouais, ça c'est après, mais Rolex et toutes sortes de marques. En fait, on incrémente un nouveau matériau, on incrémente une vis un peu plus jolie, un petit machin, une couleur, un truc comme ça. Et après, il y a des marques qui sont rupturistes. Et dans le design, c'est exactement la même chose. Et il disait à quel point le rupturisme, c'est nécessaire, je pense, parce que c'est avec ça qu'on va peut-être enfin trouver quelque chose de nouveau. Mais combien de projets rupturistes réussissent? Parce que toutes les grandes marques, c'est pas qu'elles n'ont pas forcément envie de sortir. Évidemment, c'est leur capital de continuer de bien labourer toujours le même sillon. Mais en même temps, chaque fois qu'elles ont essayé de sortir de là, on les a vite ramenées parce que c'est le business qui décide. Et donc, je pense que de créer, là, il y a comme une critique avant de dire qu'on ne bougeait pas beaucoup, ça ne changeait pas beaucoup. Mais en même temps, c'est aussi le client final, c'est aussi la marque, et on fait ce qui va se vendre. Et typiquement, incrémentiel et rupturiste. Et rupturiste, on aime tous faire du rupturiste. Mais comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, intéressant, Monsieur Ruminski, est-ce que vous considérez dans votre approche que vous avez cette dimension rupturiste? Mon approche par rapport à ce que... Pas par rapport à l'horlogerie. Oui, alors je n'aime. Approche créative. Ah bah oui, c'est de toute façon... notre cœur de métier, c'est la création. Donc c'est à chaque fois d'être dans la recherche de quelque chose de nouveau. En plus, moi, j'essaie un petit peu de casser les codes dans mon domaine et dans le monde dans lequel j'évolue. Donc je suis, moi, extrêmement rupturiste. Oui. Alors, ça, je voulais continuer avec cette idée que la fonction parfois donne du beau. La matière, elle a des particularités chimiques, des particularités quand on la travaille. Est-ce qu'il arrive que la matière vous donne des ordres? C'est-à-dire que voilà, cher monsieur artiste, tu veux me travailler, mais moi j'ai mon mot à dire, parce que ça je n'accepte pas, ça si tu vas trop loin, tu me casses, voilà. Est-ce que... C'est comme ça, c'est la loi de la nature, de la création, c'est évident. Il y a des matériaux qu'on ne peut pas forcément souder, des matériaux qu'on ne peut pas fondre, des matériaux qu'on ne peut pas... Il y a beaucoup, en fait, c'est des contraintes finalement. Des contraintes. C'est des contraintes, mais c'est des contraintes qui sont plus techniques. On arrive à les contourner, on arrive toujours, justement avec la création, à trouver... C'est moins compliqué en tout cas chez nous que dans le monde horloger, puisqu'on a quand même... on a plus de liberté. On n'obéit à aucun dogme, mais donc on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc on est assez... Donc c'est différent, mais les matériaux, oui, qui vous disent que bah non, ça se découpe au laser, ça se fait pas comme ça, ça c'est très technique finalement. Mais est-ce que ça donne de la beauté? Est-ce que ça produit de l'esthétique, de réussite? Et quoi, la complication de... Oui, le langage de cette matière, ou est-ce que la matière peut accoucher de quelque chose de beau par elle-même? Et que l'artiste est juste là pour le transmettre en fait. Oui, enfin, dans mon cas, et ça, là pour le coup, c'est pas la matière qui m'impose, c'est plutôt moi qui impose à la matière, au peur de paraître un petit peu dictateur, mais disons que quand moi je veux créer quelque chose, c'est plus que moi j'ai imaginé déjà une forme, ou j'ai imaginé quelque chose j'ai pensé quelque chose, on l'a fait ou seul ou en équipe, parce que je travaille avec une grosse équipe et j'aime beaucoup le travail d'équipe et l'émulation qu'il y a à travailler avec une équipe qui a l'habitude de travailler avec moi. Et même si à la fin j'ai fait le final cut, on est quand même tous à imaginer des choses. Et ensuite on se dit, ben voilà, maintenant matière, il va falloir que tu t'adaptes. Et tu vas le faire et on va trouver le moyen de te faire plier, mais c'est pas moi qui vais me plier à la matière. Donc la matière nous impose des choses, mais on essaie plutôt de les contourner. Donc c'est pas la matière qui... Mais après, ça c'est pas négligeable. Quand on a réussi à travailler cette matière qui parle ou qui a une vie, parce que les matières vivent, et là effectivement l'objet ou la sculpture qu'on aura créée, elle va être d'autant plus magnifiée par justement le fait qu'on ait réussi à la dompter et parce qu'elle apporte. Donc effectivement moi j'ai toujours ce côté un petit peu dictateur sur la matière. Est-ce que toi qui as aussi... tu m'as raconté une anecdote qui m'a beaucoup marqué, Rodrige, c'est quand tu me disais que certains couleurs d'or
attendait la pleine lune parce qu'il savait que l'or se comporterait mieux si on le fondait à... C'est pas un peu mystérieux ça, c'est pas un peu Da Vinci Code ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu peux... Tu as l'impression que la matière donne son mot à dire dans l'esthétique et le beau? C'est vrai, on avait des fondeurs, donc il faut s'imaginer ces opérateurs qui tirent sur le four pour faire tilter le four, puis remplir le creuset avec l'or bouillant, liquide. Puis on avait des fondeurs qui refusaient de couler de l'or quand il y avait la pleine lune. Donc après, est-ce que scientifiquement ça tient debout ou pas, à voir, mais effectivement, des fois on a eu beaucoup de rebuts, surtout en période de lune croissante. Et on a abandonné à couler certains alliages pendant cette période. Donc, dans ton expérience avec les matériaux, est-ce que tu peux dire que le matériau, et ici peut-être citer quelques exemples, qui donnent une piste au niveau du beau, au niveau de l'esthétique? Par exemple, personne ne parle de l'or bleu. Magnifique. Pourtant, c'est magnifique, c'est quelque chose, c'est facile à faire. Alors, raconte-nous. Un peu de fer, la bonne température, et puis vous avez de l'or bleu. Il n'y a pas un brevet là-dessus? Il me semble, sauf erreur, un horloger à Genève. C'était un projet d'un joaillier qui s'appelle Ludwig Müller, mais ça fait plus de 20 ans, donc je ne sais pas si c'est maintenant dans le domaine public. Je ne sais pas s'il est dans le domaine public. Je suis pas au courant, mais je sais que c'était un brevet, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne l'utilise pas, parce qu'il est, effectivement, c'est particulier. Mais il y a prior art, quand vous allez dans les églises, vous trouvez de l'or bleu, puis il a 200 ans, donc il faut un peu voir si ce brevet tient debout. Mais c'est magnifique à voir. C'est un peu comme ces vis bleuies qui ont des profondeurs de champ qu'on aurait envie de pouvoir plonger dedans tellement c'est beau, parce que on pourrait croire que c'est une piscine. Ouais, il aurait peut-être fallu faire une recherche sur les brevets, parce que c'est vrai que si ça existait il y a 200 ans, mais c'est la même chose dans les brevets horlogers, des fois c'est extrêmement difficile de se battre contre, et pourtant les gens déposent des choses qui existent depuis toujours. L'histoire voudrait que l'or bleu soit né d'une découverte empirique en Italie, lorsque les fondeurs essayaient de préparer des coupes, comme on avait des coupes en étain pour le service religieux, et que l'idée de les faire en or, évidemment, c'était à l'ordre du jour. Simplement qu'à un moment donné, pour que ce soit un peu plus dur que l'or naturel qui est bien mou, ils ont mis de le faire dedans. Et c'est lorsqu'ils ont essayé de souder la anse entre la coupe et puis la façon de la tenir qu'est apparu ce bleu magnifique. Donc c'est, paraît-il, totalement par hasard que... Mais à propos, est-ce qu'il y a des hasards comme ça, des matériaux qui s'imposent justement par une esthétique magnifique, mais où on découvre par hasard finalement? Oui. Parce que... ou des procédés aussi, qui peuvent aussi avoir une incidence sur le design. Il ne faut jamais oublier que les équipes, quand ils étaient sous pression de Ernst Tonke de encore réduire la swatch qu'ils avaient déjà presque fini de développer, Ernst voulait encore un composant de moins. Alors, Mock, qui a développé la montre, a dit bon ok, on va enlever le joint de la glace. Mais comment on rend étanche la pièce? Puis il a soudé par ultrason la boîte avec la glace. Bon, ça fait qu'après c'est devenu un objet jetable. Mais un peu plus tard, Lazare était, ou disons, c'était plutôt être ensemble autour d'une table, avoir des fois des moments inspiratifs. Et puis Elmar Mock, il était de nouveau un peu bourré, il avait trop bu de bière un soir à Vienne. On est un peu tous des fous à Vienne. Puis il s'est dit, si on peut souder une boîte, pourquoi on ne pourrait pas souder du bois? Puis il était à l'école des ingénieurs à Vienne, il y a une école d'ingénieurs pour le bois. Puis ils ont inventé le woodwelding, avec des tombants, des déchets de la production du papier, la lignose. Un peu plus tard, quelques années encore plus tard, il a inventé, parce qu'il s'est dit, de nouveau bourré qu'il était avec une bière, si on peut souder du bois, pourquoi on ne pourrait pas souder des os? Ce sont ces idées fous, on parle jumping curves, on parle de sauter des gars qui s'étaient récoltés des glaçons pour les amener dans les hôpitaux pour refroidir les cadavres dans le temps, au frigo, mais aujourd'hui on a la lyophilisation. Et jumping curve, ce serait d'aller de là directement à la lyophilisation. Et Mock, il a inventé à base de calcium des vis avec lesquelles vous pouvez visser, guérir des os cassés. Donc pas besoin de rouvrir pour sortir la vis, mais tout par hasard en fait,
penser fou, être assez fou de croire qu'on peut réinventer quelque chose qui n'a jamais existé. Puis je pense que c'est comme ça qu'on le fait. Donc tout d'un coup, le matériau ouvre des nouvelles pistes par rapport au créateur, au design. J'aimerais juste faire un petit rebond sur l'actualité du salon, c'est-à-dire que le prix de l'innovation, Alexandre Caton, qui est le directeur du salon, est-ce que tu peux juste nous dire le prix du salon, justement, le prix des exposants, le grand prix, a récompensé quelqu'un qui a inventé un système où on peut se passer de colle. Imaginez ce que ça signifie au niveau de la créativité. Est-ce que, Alexandre, tu peux nous dire le nom de cette société et nous... Alexandre Caton. Bonjour à tous. Bon, la société qui a remporté le Grand Prix cette année, le Grand Prix des exposants, est la société Science, qui est une start-up qui est encore toute jeune, qui a développé un procédé qui permet de souder d'une certaine façon, donc sans soudure, donc le mot est faux, mais sans colle, le verre au métal ou la céramique au métal. Donc des matériaux normalement qu'on n'arrive pas à... Voilà, qui ont des liaisons atomiques qui sont différentes, qui ont des points de fusion qui sont complètement différents, mais par une technologie, alors je ne suis pas ingénieur ou pas, donc je n'ai pas tous les ressorts, mais trouver le moyen de lier deux matériaux avec des densités, des points de fusion complètement différents. Vous abordiez tout à l'heure l'idée de coller le verre au métal et de retirer le joint. Aujourd'hui, c'est fait, d'une certaine façon. Alors ça me permet aussi, merci beaucoup Monsieur Caton, ça me permet de rebondir à Jean-Marc. Tu as été un des adeptes de la technologie du MIM, qui est en fait la Liga, explique-nous un peu ce que c'est, mais qui t'a permis de faire des formes nouvelles que tu ne pouvais pas faire avant, parce que tout simplement, les outils que tu avais ne le permettaient pas. Et tout d'un coup, une esthétique nouvelle peut naître aussi d'une avancée technologique liée aux matériaux. Est-ce que tu peux raconter ce que c'est ? Je pense que de toute façon, on le voit, c'est ce qui se passe ici aussi. On a des avancées spectaculaires avec des nouvelles machines, des nouveaux procédés. Moi, j'ai assez vite, quand j'ai rencontré la maison Mimotet qui m'expliquait la chose, grâce à une personne dans la salle, même j'ai rencontré cette personne chez Mimotet, je me suis rendu compte, peut-être un peu avant d'autres, de ce qu'on pouvait faire. Enfin, tout le monde l'a utilisé, mais c'est vrai qu'une nouvelle technologie permet, à l'époque c'était d'usiner sans faire de copeaux, c'est-à-dire on crée, on remplit un moule et on a absolument la forme qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on a... C'est la croissance c'est une croissance galvanique, enfin c'est deux procédés qui viennent, de nouveau la liaison avec l'innovation, les hautes écoles, et puis ensuite les artisans, tout ça marche ensemble. Mais c'est une industrie qui vient, c'est d'être bref, mais qui vient de l'électronique pour faire des circuits intégrés. C'est des résines photosensibles. Et ces résines, donc quand on fait un dessin de la forme qu'on veut, ensuite on va faire passer de la lumière à travers un photomasque et on va toucher une résine. Cette résine, elle va durcir par endroits. Et cette chose-là, ensuite, c'est un moule. C'est le négatif de la pièce qu'on veut. Et par un procédé galvanique, on va remplir. Et ça nous a permis de faire des pièces vraiment totalement différentes où on pouvait laisser faire des fentes de 2 centièmes de millimètre, faire des lamelles de la même chose. Et ça nous a permis d'inventer une chose particulièrement importante, c'était les dents élastiques. Donc effectivement, des nouvelles technologies nous permettent de faire des grandes avancées tant sur le point de la mécanique, des contraintes, que sur le point de l'esthétique. Parce qu'en même temps, on dessine des pièces qui ont des fonctionnalités qu'on ne pouvait pas créer avant, mais elles nous libèrent totalement au niveau du design, au niveau des formes, parce qu'on va pouvoir dessiner ce qu'on a envie, parce que c'est facile de le faire, et puis ensuite c'est pas de l'enlèvement de matière, c'est pas quelque chose des copeaux, c'est-à-dire on dessine et la pièce elle naît comme par magie. Mais les nouvelles technologies, ça peut aider. Les fabricants de cadrans en pierre sont très souvent visités par des chasseurs de pierre. Vous qui travaillez avec un certain nombre de matériaux qu'on a cités, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, est-ce que vous êtes visité comme ça par des gens qui vous proposent des nouvelles technologies, des nouvelles trouvailles? Je ne sais pas, imaginons la croissance de la matière où vous décidez de maîtriser cette matière, mais vous pouvez la maîtriser presque mentalement et la faire croître à des endroits. Est-ce que ça vous arrive d'être approvisionné comme ça par des créateurs, des inventeurs? Oui, ça arrive, j'ai envie de dire, très fréquemment, presque toutes les semaines. Donc on a, alors, soit pour la technologie, sur des nouveaux matériaux, de nouvelles machines, de nouvelles
technicité ou des... Parce qu'en réalité, on utilise aujourd'hui des machines ou des robots qui étaient utilisés dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie automobile. Et donc on a évolué beaucoup aussi. L'image du sculpteur de pierre ou tailleur avec son burin ou même la fonderie. Aujourd'hui on développe les pantographes électroniques, tout ça, on développe beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup de sollicitudes sur effectivement des gens qu'on met au point des technologies, mais des matériaux aussi. Des matériaux qui imitent certaines matières ou qui remplacent avec des choses complètement farfelues. Mais ça m'arrive aussi d'être sollicité par des sertisseurs de diamants, enfin par toutes sortes de corps de métier, qu'on a de nouvelles choses à proposer. Après, faut faire le tri, il faut voir, il faut essayer, il faut prendre le temps. C'est très chronophage en fait de découvrir d'autres domaines. On est un peu confortable quand on fait ce qu'on sait faire. Alors moi, je prends un peu de temps pour ça, mais je vois en tout cas, parce que c'est beaucoup par mail, donc il y a beaucoup de propositions. Il y a une offre qui est de plus en plus importante et c'est intéressant. Ça montre qu'il y a vraiment, on a une ouverture sur l'avenir et il y a des progrès incroyables. Et chaque jour, il y a des progrès importants qui sont réalisés. Et du côté des calibres, Pierre-Laurent Favre, est-ce que tu es aussi comme ça dragué, entre guillemets, par des gens qui ont tout d'un coup mis au point et qui t'ouvrent des horizons? Alors oui, déjà complètement en phase avec ce qu'a dit Jean-Marc. On a aussi, on s'appuie sur les nouvelles technologies. Maintenant, peut-être une anecdote à raconter sur un mouvement très compliqué qu'on a dû faire pour un client. On s'est retrouvé avec une cage tourbillon sur 2 axes avec un déséquilibre. Et l'idée de notre client, c'était d'équilibrer cette cage uniquement par les matières, par la différence des matières. Alors voilà, ça nous a permis de rechercher des différentes matières avec des densités différentes. Puis finalement, en mettant tout ça, en recherchant partout où on pouvait changer les matières, on a réussi à équilibrer cette cage quasiment uniquement par les matériaux différents. Et il y a 12 matériaux différents sur cette cage tourbillon et ça a fait tout d'un coup un argument marketing, comme toujours. Et toi, Eric Giraud, est-ce que ce dialogue avec les inventeurs, les innovants, tu le vis, tu le croises? Moi, je le vis au sein des marques. Et je vais paraître un peu vieux jeu, mais je ne m'occupe pas trop de la matière. Je m'occupe surtout du fond, de la réflexion et du dessin. Parce que dans beaucoup de projets, justement, on en parle beaucoup, mais c'est très oublié. On arrive à un stade, on se dit, ouais, ok, elle est pas mal. Moi, quand on m'appelle, elle doit être extraordinaire. Je travaille seul, donc je laisse un peu ça du côté des marques. Par contre, comme je suis architecte, j'adore construire les montres, j'ai toujours des idées assez précises de comment ça va se fabriquer, comment ça va se construire, comment ça va être étanche. Ça me passionne. Et comme on est dans un salon de gens qui fabriquent, je suis assez heureux depuis ces 10 dernières années de l'évolution comment on peut fabriquer une montre. Ça a l'air bête de dire ça, mais malgré tout, on a passé le cap de la montre 4 cordes tournées, machin, on peut souder différemment. Et je trouve qu'on a à disposition énormément de choses. Mais pour être très honnête, je ne m'en soucie pas trop. Dès que je commence à me soucier de ça, c'est des espèces de choses qui m'alourdissent. Par contre, autour de la table, on me dit, bon, Eric, ça, on ne pourra pas le faire. Cette terminaison, on ne pourra pas la faire. Et je fais toujours les mêmes erreurs. Je suis un peu un grand enfant, mais j'essaye de... Mais la matière en tant que telle, parce que pour être très honnête, sur par exemple une boîte de montre, c'est relativement restreint à ce jour sur la matière. On peut dessiner une pièce en acier qui devient en or, en platine, et puis si tout va bien et qu'on s'appelle Richard Mille, on a l'usine en plastique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... On a un petit peu passé le cap d'ailleurs dans les briefs où on nous disait « Oui mais Eric, vous comprenez, il faut inventer une matière. C'est tout ce que vous avez besoin, il faut que je réinvente la matière. » Non, j'y crois pas. On a vu des montres en bois très vilaines. On est dans une industrie où, par exemple, le titane, ces dernières années, c'est exceptionnel. Ce qu'on a pu faire avec le titane et le grade 5 qui pouvait se traiter différemment. Franchement, là, je suis très heureux. Mais je ne vais pas me promener pour aller voir des... Non, ça me touche très peu, on va dire. Je suis décevant. Hein.
Non, pas du tout. Rodrigue, j'ai envie que je vois que tu as une posture comme si tu voulais rebondir. Non. Est-ce que tu rebondis? Non. Bon, alors ce que je vais proposer maintenant, c'est que vous puissiez, avec nos invités, vous adresser la parole, poser des questions. Donc, peut-être aussi profiter de ce petit moment d'inquiétude et de grande solitude chez vous, en disant est-ce que je vais oser parler et puis prendre un micro. J'aimerais juste profiter de ça pour saluer Monsieur Emmanuel Guetz, qui malheureusement n'a pas pu être aujourd'hui parmi nous. Donc j'ai bien vu que vous tous, vous étiez en train de vous dire mais il est où? Il est où Emmanuel Guetz? Donc c'est un designer extraordinaire que d'ailleurs Éric Giraud connaît. Emmanuel, il ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, mais je crois que tu as aussi beaucoup de respect pour lui. Et puis lui, voilà, on le salue vraiment. Et puis c'est un grand regret qu'on lui transmet nos meilleurs messages. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question avant qu'on passe un petit moment à la conclusion? Oui? Bonjour, je suis Christophe Hubert, directeur général de Suisse Cubic et de Scatola del Tempo. Donc c'est des accessoires, les écrins pour montres. Et ma question c'est plus pour sortir des mouvements de montres. On a parlé beaucoup de design et d'innovation. Et on s'aperçoit aujourd'hui, quand on rencontre les marques, qu'on parle de plus en plus d'émotion, d'expérience client. Et je voulais connaître un peu votre avis en tant que designer sur ces évolutions qui concernent les mouvements, les montres, mais aussi tout ce qui est autour. Et savoir un peu quelles étaient les tendances que vous voyez dans ce domaine. Je vais être très décevant parce que... Non mais, oui, non mais allons-y, nous avons un public. Non, l'expérience client, je suis très bien placé pour en parler. J'ai un ami très proche qui s'appelle Emmanuel Diaz, qui est à la tête d'Imakina, qui a mis ça en place depuis quelques années, au même titre que Mercedes. Je trouve ça génial, mais d'un autre côté, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Quand vous rentrez dans la boutique, c'est comme en 1940, on vous sort un plateau horloger. Moi, je suis très très déçu de ce mot. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez au garage changer les pneus d'hiver et d'été, on vous téléphone, on vous envoie un questionnaire pour l'expérience client. Je vais être très honnête, on n'en a pas à foutre. Nous, on est content, on est au garage, on est content. Alors, de ce point de vue-là, le digital nous rend complètement malades et croit qu'on a que ça à faire. Je pense qu'il y a des gens qui dirigent des marques dans le coin, qui se font enfiler des caisses à outils d'objets digitaux qui s'appellent l'expérience client. Je ne sais pas de quoi on parle, franchement. Franchement, moi je suis complètement, j'ai l'impression que je suis soit trop jeune, soit trop vieux, parce que quand je rentre dans une boutique de luxe aujourd'hui, j'ai le même Salam Alek qu'il y a 20 ans. On a un directeur de marque parmi nous, entre autres, hein, monsieur Guillaume Tétu de la marque Ralph Lauren. Je m'intéresserais, toi qui as aussi, peut-être après tu peux nous en parler, qui a aussi à faire un créateur extraordinaire, monsieur Lauren, et comment tu dois le gérer de temps en temps, mais peut-être juste maintenant répondre. Est-ce que tu t'es fait un petit peu enfiler avec cette histoire de boîte à outils expérientielle? On va parler du digital 2 secondes qui fait partie de l'expérience client. On a la chance avec une marque comme Ralph Lauren d'avoir en effet ce qu'on appelle du CRM assez performant, c'est-à-dire qu'on vend des objets à tout le monde, qu'on connaît tous des polos avec un petit cheval, mais on vend aussi des très beaux produits, très chers. Ça va de home avec des salons sur mesure faits pour Rothschild à Courchevel ou des costumes. Et on vend également des montres, on a un peu plus de peine avec ça, mais on va se rattraper. Nos forces de vente sont aujourd'hui en contact quotidien avec les clients. Donc ça peut être une cliente russe, on sait qu'elle va être en voyage à Londres, on va envoyer son personnel shopper. Ça, c'est l'expérience client qu'on peut attendre de marques qui se veulent luxe. Donc ça répond à une partie de cette confusion qui peut être faite. C'est pas uniquement de recevoir un texto ou d'avoir mis son email sur un compte quelconque. Au niveau d'expérience client en boutique, là je pense qu'on a énormément à se réinventer. On entendait parler, on a eu un séminaire il y a quelques semaines chez Ralph Lauren où une marque très jeune qui target une clientèle jeune a eu la pertinence dans son flagship de New York, c'est pas nous, mais on trouve qu'ils sont brillants. Ils ont installé des buanderies gratuites pour leurs clients parce qu'ils targetent les étudiants. Donc les étudiants viennent, ils ont free wifi. Ils vont laver leur linge et au bout d'une heure et demie, ils auront passé un petit moment sympa avec d'autres étudiants. Éventuellement, ils vont acheter un t-shirt ou autre, mais ils vont créer leur communauté autour de leur target et de leur cible. Dans notre horlogerie, on est un petit peu plus conservateur. Je pense que les expériences consommateurs ont encore à s'améliorer, évidemment. Je pense qu'on est quand même dans un monde où on traite encore les produits
avec beaucoup de respect, avec des gants, avec des plateaux, avec un environnement produit où il y a un décalage parce que souvent entre les designers produits, le produit noble c'est quoi? C'est le mouvement, c'est l'habillage et c'est l'ergonomie comme au poignet. Tout l'environnement produit est géré par une autre catégorie qui est en général liée au marketing ou aux forces de vente et on a encore très peu de ponts entre ces deux familles. Le jour où le designer du produit horloger dessinera aussi l'écrin et l'expérience client complète, là je pense qu'on aura franchi un pas dans notre industrie horlogère. Merci. Peut-être juste un petit mot, toi qui dois gérer un créateur que j'imagine quand même assez rempli d'ego, mais pas dans le mauvais sens du terme, il a de quoi, il peut largement le revendiquer. Comment ça se passe quand on doit dire à un moment donné non, c'est le matériau, non, ça va pas le faire, non, ce design c'est pas possible, il faut... Comment on gère ça? Alors, Ralph Lauren est quelqu'un de collectionneur de montres, vintage et contemporaine. Il a un œil très précis sur ce qu'il veut. Il est donc très demandeur d'itération, de fond de cadran. Il peut faire recommencer une production complète si le cadran n'est pas blanc comme il l'a souhaité. Alors on n'est pas sur le chocolat dans notre cas ou le café. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. Mais je crois qu'une fois, tu as dû amener un petit système de lumière pour que ça, la lumière... ça, c'est l'anecdote que tu voulais que je sorte. Alors, voilà. Le bureau dans lequel on fait les validations de cadrans qui ne sont jamais assez blancs est un bureau qui est tout en bois mahogany, donc très, très beau, et où les lumières datent des années 80. Donc on a un éclairage absolument pourri pour visualiser des cadrans blancs. Et une fois, au lieu de continuer de faire des itérations de cadrans plus blancs, plus jaunes, plus gris, je me suis permis d'amener les petites lampes qu'on a dans les établis d'horloger. Et je lui ai dit, bah voilà les cadrans qu'on a fait. Et là, en effet, ça a tout de suite rayonné différemment. Et donc en amenant un petit peu de technologie dans la décision, ça nous a permis de gagner du temps en développement. Mais c'est un vrai plaisir. Et alors le côté diva ou égo, je pense que ça existe dans tous les créateurs qui ont réussi tel que M. Lauren a pu réussir. Mais je pense que dans ce cadre-là, c'est une vraie passion qui guide le tout. Donc je pense que dans mon cas, j'ai plutôt la chance de travailler avec un leader charismatique qui enflamme encore 23 000 employés autour du monde, qui développe une belle marque. Donc je suis plutôt chanceux de travailler avec lui de manière quotidienne. Alors je vais me tourner vers Pierre-Laurent Favre, qui a eu la même genre d'expérience côté mouvement avec M. Dolce. Oui. Alors complètement d'accord avec vous, c'est passionnant de travailler avec ces personnes. C'est débordant, moi je trouve finalement il faut plutôt réussir à canaliser les idées parce que c'est sans arrêt et c'est même au milieu de la nuit, donc finalement voilà, je trouve que en tout cas pour nous c'est passionnant, ça a été une véritable découverte. Parce que, comme vous l'avez dit aussi, on est très conservateur en Suisse, on a des marques historiques bien posées qui ne veulent surtout pas sortir de leur cadre, qui ont beaucoup de peine. Et puis là, tout d'un coup, on est face à un créateur qui n'arrête pas de sortir. Donc finalement, c'est rafraîchissant. Alors, j'aimerais peut-être encore, est-ce qu'il y a des questions encore qui fusent de la salle? Voilà, monsieur, n'oubliez pas de vous présenter. Je m'appelle Florian Segna, je suis designer chez Franck Muller, avec mes collègues ici présents. Et c'est pas tant une question, c'est plus une remarque. C'est qu'actuellement, on voit l'apparition d'un marché gris, avec des prix pour l'ensemble grosso modo pour l'ensemble des marques, à part Rolex et Patek Philippe. On voit des prix qui sont caissés de 40% et que dans ce genre de cas, l'expérience client, les gens, ils n'en ont rien à faire. Ils achètent avec WhatsApp, ils ont leur contact directement via Instagram et ils achètent une montre voilà, à 40% moins cher. Et pour justifier une expérience client qui valent 40% du prix d'un produit à au moins 5000 francs, mais ça la mêlée qu'il va falloir en faire des trucs. Merci beaucoup pour cette remarque qui nous éloigne un tout petit peu des rives du design et des matériaux. Non, je pense pas. Non, je pense pas du tout. Alors vas-y. Numéro 1, en allemand on dit Handel ist Wandel. Le commerce change toujours en permanence. Les canaux de distribution de hier ne sont plus ceux de demain. Et nous, dans nos réflexes défensifs, voire notre nostalgie dangereuse dans l'horlogerie, on n'est pas conservateur, on est dangereux. On est même criminel dans certains dénis de réalité. Chrono24.com demain va être un concessionnaire officiel. Il n'y a qu'à voir la stratégie du groupe Richemont. J'étais bluffé, mais j'étais pas surpris d'entendre dimanche après les CHH qu'ils ont investi dans Yoox Net-à-Porter qu'ils avaient revendu avant pour récupérer les ventes en ligne. Et maintenant, ils ont encore acheté un revendeur de montres vintage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire où va le marché. Quand vous avez bien observé, et là maintenant on vient au design qui a à faire avec ça,
combien de produits étaient présentés cette année au SIHH qui sont faits pour la vente en ligne. Commençons par la Santos de Cartier. Le bracelet, je peux le rallonger et raccourcir avec un simple clic avec mon ongle sur un maillon et un ressort qui fait sortir la barrette. C'est-à-dire, j'ai plus besoin d'aller m'écouter. Écoutez bien, franchement, on achète une montre à 25 000 francs et j'entends la vendeuse qui tape avec un marteau, avec un axe pour sortir une barrette d'un maillon. On est où? Aujourd'hui, on est chez Santos, on clique dessus, puis le maillon il sort de soi-même et je raccourcis mon maillon. Et c'est un guerrier Maasai au Kenya qui a acheté cette montre et il l'a payé par PayPal. Et nous devons nous adapter là. Je veux dire, techniquement, le design, il a évolué. On peut sortir une barrette. Et si c'est bien conçu par Eric ou par Jean-Marc ou par d'autres excellents designers, madame va aussi pas se casser les ongles. C'est ça votre challenge. Et nous, on doit finalement arrêter de dénier cette réalité et l'embrasser. Il y a 3 constantes, c'est la mort, le fisc et le changement permanent. Mais l'horlogerie, le 3e, ils n'ont pas compris. Bravo. Est-ce que, Eric, tu veux avoir un petit commentaire sur... Non, juste que la remarque de monsieur, elle est tout à fait juste et elle ne touche pas forcément Internet. Et je pense que dans la salle, il y a des gens avisés. Toutes les marques indépendantes se font aussi inviter par des riches indiens. Ils vont faire un bon dîner et ils font des bons points 40%. C'est pas un secret. Les tons ont été durs, les réflexes sont triviales, animales, je sais pas, on sauve les meubles. Et puis on oublie aussi que certaines marques se sont bâties sur du marché plus ou moins gris. C'est de bonne guerre. Je pense qu'il faut arrêter de tirer sur l'ambulance. Il faut se calmer un tout petit peu. Nous avons une chance que je vais dire et qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, c'est que nous avons encore une marge confortable. Ne l'oubliez pas. L'automobile, les avions privés, c'est fini les marges comme ça. Les avions, les produits de luxe n'ont plus les marges de l'horlogerie. Donc je pense qu'avec cette marge, on peut jouer au gré de certains. Moi je ne vends pas de montre, je vends du service. Sachez que j'ai aussi de la marge. Je ne fais pas de discount. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peut-être nous ramèneraient aussi encore à la dimension des matériaux, de l'esthétique, et la fonction des matériaux? Oui. N'hésitez pas à vous présenter juste avant. Je meuble un petit peu avant que le micro arrive. Oui, bonjour à tous, Michel Hoff, je suis directeur de la société Injector, une petite structure qui travaille pour la sous-traitance horlogère et pour, en l'occurrence, des marques qui font de grandes montres en plastique, comme l'a rappelé... cher. Très cher, évidemment. Le plastique le plus cher du monde. Exactement. Vous allez nous expliquer comment ça se passe. Vous passerez sur notre stand, S66. Non, moi j'aimerais revenir un petit peu sur ce qui s'est dit, parce que finalement, effectivement, on a parlé des contraintes du design vis-à-vis de la matière, on a parlé des contraintes du design vis-à-vis de la forme, de l'encombrement, etc. Mais finalement, alors sans aucune discrimination, je retiendrai quelque chose de M. Orlinski tout au début de cette séance, qui disait que finalement, une de ses qualités qu'il pense avoir, c'est de voir, grâce à ses yeux, la même chose, ou en tout cas de la même manière que le plus grand nombre de gens voient. Alors, ma question ou ma remarque sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez, c'est est-ce que vous ne pensez pas que sans reconnaissance du public et sans valorisation de votre travail par ce public, finalement, il n'y aurait pas de design? Très bonne question. Alors, c'est le nerf de la guerre. Richard, vous voulez... Oui, c'est une évidence, oui. S'il n'y a pas de reconnaissance, de toute façon, on ne peut pas avancer, parce que c'est un cercle vicieux, ou vertueux, comme on veut. Mais à partir du moment où il n'y a pas de reconnaissance, on ne peut pas exposer son travail, on ne peut pas le montrer, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le diffuser, donc c'est une évidence. Mais quand je l'ai dit, c'était plus... moi, à la base, ce défaut, cette qualité, c'est quelque chose qui était plus inné, que j'ai depuis longtemps, et au moment où j'étais absolument pas connu, où j'avais pas de reconnaissance, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi à un moment. Donc quand je parlais de qualité, c'était une qualité intrinsèque qui faisait partie de moi, et pas uniquement au moment où il y a eu la reconnaissance du public. Mais la reconnaissance du public,
ça fait forcément un succès commercial. Un succès commercial, ça permet aussi de pouvoir réaliser plein de projets. Parce que si on ne vend pas, eh ben, on peut pas réaliser, tout est stoppé. Donc, et ça permet aussi de réaliser beaucoup d'autres projets que j'aurais jamais pu faire s'il n'y avait pas eu cette reconnaissance. Jean-Marc, tu veux dire quelque chose sur cette... Actuellement, je ne sais pas si c'est très éclairé, mais je pense que sinon on est un artiste comme il existait dans le temps. On a des gens qui ont fait toute leur vie des choses comme ils les sentaient, puis qui ne les ont pas vendues, puis qui aujourd'hui se vendent pour des millions. Aujourd'hui, on est quand même tous obligés de vivre un peu. Et puis, je pense qu'on va s'inspirer de ce qui a des chances de se vendre. Je crois qu'on est obligé, à moins d'avoir une belle fortune, on ne va pas forcément faire ce qu'on a envie. On fait quand même ce qui répond à l'ère du temps. Et donc, on va participer à ça. Sinon, effectivement, on est un artiste pur qui s'en fout complètement de tout ce qui est autour de lui. Il fait, ça sort de lui. Et puis après, tout de suite, ou bien 100 ans après, on dira c'est un génie. Mais c'est comme ça que je vous voyais, en fait. Des artistes purs à qui, de temps en temps, la matière ou la fonction allait donner des ordres. Mais finalement, est-ce qu'on peut y aller? Raté. Est-ce qu'on peut développer? Mais il y a une chose qu'il faut dire et qui est très simple par rapport à la question de monsieur, c'est que quand on travaille pour certaines marques et qu'ils vendent bien les projets auxquels on a travaillé, ils nous rappellent. C'est simple, hein? C'est du commerce. Moi, j'ai vécu en 20 ans des grandes histoires d'amour et de haine. Du moment qu'on était juste en Swarovski pendant des années, on était juste, il y avait plein de projets, il y avait plein de gens. Puis tout à coup, ils ont changé de stratégie, des autres envies. Mais c'est assez commercial, il faut pas trop... Moi, je me classifie pas du tout du point de vue de l'artiste. Et je ne me vends jamais comme ça, parce que c'est pas du tout... Moi, j'aime bien garder un peu des secrets. D'ailleurs, la personne pour qui monsieur travaille garde beaucoup de secrets également. On avait la phrase magique, hein, pour donner du plaisir, il faut savoir se retenir. Donc... moi, je pense que oui, mais c'est du commerce. C'est un bon commerce d'ailleurs qui fonctionne assez bien, quel que soit le prix public. Je propose encore deux questions. N'hésitez pas. Quelqu'un aimerait y aller de son expérience ou de son... Alors écoutez, si c'est pas le cas, hein, je dois m'incliner avec beaucoup de respect et d'humilité face à tout ce que vous représentez pour moi, le talent, des succès incroyables, des succès qui dépassent le cercle de la petite vie privée, donc qui sont devenus vraiment des succès publics. J'aimerais énormément vous remercier d'avoir accepté cette table ronde. J'aimerais aussi remercier un petit peu spécialement, je sais que on a tous de l'ego, hein, mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui est un petit peu plus connu au niveau du grand public que nous le sommes, nous, au niveau fournisseur, etc. Donc j'aimerais énormément le remercier d'avoir prêté une part de sa notoriété pour que cette table ronde s'ouvre aussi, et puis, etc. Et puis, peut-être juste terminer, Monsieur Orlinski, par vos projets. Je sais que vous êtes au Kempinski avec une exposition. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un nouveau single avec... bon, on aurait bien aimé la voir, Eva Simmons. Bon, elle n'est pas là, mais est-ce qu'on pourrait envisager aussi que vous allez rester un petit peu dans ces couloirs pour voir ces nouveaux matériaux? Voilà, parlez-nous un petit peu. Moi, je fais ce qu'on me dit. Hein. Si on me dit de faire, moi, je fais. Je suis aux ordres. Non, des projets, il y en a tous les jours. J'ai la chance justement d'avoir des propositions diverses et variées et très différentes chaque jour. Donc des projets, j'en ai beaucoup. Récemment, et un peu plus tard qu'hier, j'ai inauguré, j'ai réinventé un véhicule mythique, la Porsche 911 Bayer-Linsky, qu'on a lancé hier, qui va être... qui est un projet aussi qui est assez intéressant, où on fait appel au design, à l'art aussi, etc. Mais après, j'ai plein d'autres, c'est pour rester après dans la musique, oui, j'ai un album qui va sortir bientôt, avec des featuring avec des stars américaines, et mon projet dont j'ai parlé tout à l'heure au théâtre, surtout, qui est très chronophage, parce qu'on a des répétitions, malgré mon emploi du temps, assez hard. Et puis, là, j'ai des choses après beaucoup plus... Voilà, j'ai par exemple, c'est en France,
j'essaie de redonner des lettres de noblesse au bassin minier, et donc j'organise un parcours artistique et on fait revivre des mines. Et voilà, c'est des projets qui me tiennent à cœur parce que c'est une population qui avait été un peu laissée pour compte, tout le monde du charbon, etc. On en a parlé d'ailleurs dans les énergies. Et voilà, j'ai beaucoup de projets comme ça qui sont... Et c'est ça que sert la notoriété aussi, et ce qu'on disait tout à l'heure, et de pouvoir réaliser des choses qui n'ont pas forcément... Il n'y a pas d'argent derrière. Tout ça, c'est complètement bénévole. J'ai un autre projet sur les logements sociaux où je voudrais mettre de l'art dans tous les logements sociaux en France et à l'international. J'ai un projet national en France où je suis partenaire avec des plus gros promoteurs et on va pouvoir mettre de l'art accessible de manière gratuite, avec des applications, des concours. Et tout ça, si j'avais pas les moyens de le faire et cette notoriété et aussi les finances pour le faire gratuitement, je ne pourrais pas le faire. Donc ça sert aussi à ça. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans ma démarche, c'est de pouvoir redistribuer. C'est pas uniquement le commerce, oui, et gagner de l'argent aussi, mais si on a une main de redistribuer, ça me plaît aussi. J'ai fait des actions aussi pour les enfants malades dans les hôpitaux. Aujourd'hui, je crois j'ai fait un panda immense qu'on a mis à l'hôpital Necker, qui est un hôpital qui s'occupe beaucoup des enfants malades. Et là, dans un endroit qui est réservé aux handicapés mentaux, ils ont un immense panda que j'ai fait don pour les enfants. Donc voilà, toute cette notoriété, c'est pour ça que la question était vraiment intéressante. Elle permet vraiment de faire plein d'autres choses. Et il y en a des comme ça, il y en a des milliers, des centaines, je ne m'en rappelle même plus en fait, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et ces projets-là me touchent à cœur. Les projets populaires en fait me touchent plus à cœur, populaires dans le bon sens du terme, que les autres projets, parce qu'on a un rapport avec les gens, avec le public, avec des vraies personnes, pas forcément des gens qui sont capables d'acheter des montres haut de gamme, des sculptures haut de gamme. Et je crois qu'il y a un vrai facteur humain qui est très intéressant, et ça me passionne, ça me touche plus. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le sujet, mais en tout cas il y a l'émotion, on peut les marquer par l'émotion c'est extrêmement important, et le partage, je pense que c'est et partager avec tous. Et toutes ces personnes, je me suis rendu compte aussi, j'ai fait, il n'y a pas plus tard, oui, c'est hier ou avant-hier, j'ai fait gagner un concours pour rencontrer, que mes fans viennent me rencontrer, ils sont de Strasbourg, de Belgique, de Suisse, de partout. Et je pense qu'aucun était capable d'acheter peut-être une œuvre chère. J'ai trouvé rien qu'avant. Et puis c'est des gens qui sont prescripteurs, parce qu'il faut aussi, il ne faut pas les négliger. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que je me suis rendu compte au fil du temps, avec cette accessibilité que j'ai pu donner en concert, quand j'ai fait Zénith ou Bercy ou dans d'autres endroits. Et ça, voilà, la vraie leçon de vie que je retiens par rapport à la notoriété, c'est qu'il faut savoir la mettre au service des autres. Et on est archi gagnant, que ce soit au niveau des enfants, des gens malades, des belles causes. Et je crois qu'on a vraiment réalisé quelque chose. Alors on sort un peu du commercial, on sort un peu du business, mais c'est les vraies valeurs de la vie. Et quand on arrive à le retrouver, on s'écarte un petit peu du monde très très pragmatique des affaires. Et voilà, ça fait du bien. Donc si on peut apporter en tout cas chacun sa contribution avec son niveau à quelque chose comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. Je suis assez content de l'avoir fait. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais terminer avec cette touche sur le mot de l'émotion. On l'a senti, on l'a transparaître, l'émotion au-delà de la matière, au-delà de la fonction. L'idée des deux collectionneurs que vous rencontrez qui portent votre montre et qui ont un rapport avec elle quasiment organique. Voilà, j'aimerais qu'on reste avec ça en tête, l'émotion. Et puis, je remercie encore beaucoup à tous ceux qui ont pu venir assister à cette table ronde. J'espère que vous en garderez un aussi bon souvenir que ce que moi j'en garde. Et puis, merci beaucoup. Je vous demande de bien applaudir nos invités. Et merci beaucoup aussi au salon.